Il y a des noms qu'on prononce avec bruit et d'autres que l'on prononce avec silence. Le sien, longtemps crié, a appris à se faire murmure. Charles Blé Goudet est de ceux que l'on n'oublie pas, même quand on essaie de les faire taire. Il est né dans le vide au seuil d'une vie où la mer s'éteint à la première respiration. Dans certaines traditions, cela fait de lui un enfant de malheur, mais dans d'autres, cela fait de lui un enfant sur lequel les ancêtres gardent un œil. Il a grandi dans l'ombre, il a grandi dans l'éloignement, il a parlé pour exister, il a crié pour ne plus être ignoré, et dans le tumulte des années, sa voix est devenue foule. Il fut l'enfant de la Fessie, le frère de Soro, le général de la rue, le ministre d'un pouvoir assiégé, puis le prisonnier d'un monde qui juge, mais n'écoute pas toujours. On l'a vu flamber, on l'a vu tomber, on l'a vu revenir, non pas avec un mégaphone, mais avec un livre, avec une parole qui interroge, qui traverse, qui répare. Aujourd'hui, il ne vient pas convaincre, il vient faire mémoire, mémoire d'un garçon sans mère, d'un homme seul au milieu des cris, d'un père qui croit encore à la douceur de ce monde. Un proverbe dit « L'arbre ne fuit pas le vent, il s'y plie, il y apprend parfois à danser ». Charles Blé Goudet a plié, mais il est encore debout. C'est debout qu'il entre dans l'appart politique, pas pour rejouer l'histoire, mais pour y inscrire sa part à hauteur d'homme. Bienvenue dans l'appart politique. Bonsoir Charles Blé Goudet. Bonsoir. Bienvenue dans l'appart politique. Alors ce qu'on dit à tout le monde, c'est que l'appart politique, il prend la couleur tout simplement de nos invités. Et ça commence avec ce mur de photos qui reprend quelques aspects de votre vie. Et on aimerait savoir lesquels vous aimeriez commenter. On commence avec 3 photos et puis ensuite on aura l'occasion d'en revoir d'autres et d'aborder d'autres aspects assis tranquillement sur le canapé. Donc là, je vais les prendre en un, c'est 2, parce que ce sont mes 2 aînés. Vos 2 frères. Qui sont décédés avant que je n'arrive. Vous avez vu celle-là. Là, il venait de me rendre visite à La Haye en son temps. Malheureusement, il n'a pas pu me voir venir. Arrivé ici, et puis il est parti lui aussi. Voilà, Blé Diédié Théodore, Blé Copé, ce sont mes 2 aînés qui malheureusement, donc je voulais m'incliner devant la mémoire et puis il a dit que bon, ils m'ont tout appris et que je resterai toujours combatif. Voilà. Des figures paternelles pour vous? Oui, oui, j'ai tout appris avec eux. Voilà, j'ai tout appris avec eux, j'ai appris à me battre. C'est eux qui m'ont conduit à un moment donné. Voilà. Une deuxième photo que vous voudriez commenter, ce serait laquelle? Ça, c'est mes enfants. Voilà, ça, c'est mon aîné. Voilà. Et puis, ça fait drôle de la voir comme ça, parce qu'elle a maintenant 21 ans, vous n'allez même pas la reconnaître. Elle, c'est sa photo qui était sur les pancartes des campagnes du président Gbagbo en 2010. Celle qui a dit j'ai 8 ans ou j'ai 6 ans, je suis né dans la guerre, j'aimerais grandir dans la paix. C'était elle. Mais bon, voilà. Et puis, lui, c'est Bassagnon. C'est Charles Junior, il s'appelle. Mais moi, je l'appelle Bassagnon. Et voilà, c'est dit qu'on sait aussi être papa, mais malheureusement, je n'ai pas pu être là pour eux. Je leur ai offert l'exil, et puis bon, pendant que j'étais en prison, quand je sors, je les vois déjà grands. Voilà. Vous rattrapez du temps avec vos enfants, ils apprennent à vous connaître finalement. Oui, on essaie, mais c'est pas facile, parce que même ici encore, c'est toujours parti. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui vous... vous avez affecte dans votre vie. Vous avez trouvé toutes ces photos-là où? On fait notre travail de journaliste, de recherche. On est un peu aidé aussi par certains de vos proches. Il n'y a pas de magie. C'est quelque chose qui vous affecte, ça, d'avoir perdu tout ce temps et aujourd'hui d'être encore en mission pour la Côte d'Ivoire et de leur concéder moins de temps aussi. Il m'arrive de m'en vouloir. Moi, j'ai pas été là, j'ai pas connu ma maman, j'ai pas connu mes parents en tant que tel. Et puis, je leur inflige ça aussi. Vous voyez? C'est ça. Mais bon, on s'est parlé, je pense qu'on s'est compris. On s'est compris. Voilà. Et il venait me voir souvent en prison. Voilà. Et lui, ce petit-là, un jour, il me dit mais papa, pourquoi toi t'es méchant comme ça? Parce qu'ils sont venus à La Haye, et il y avait les gardes, la prison était immense. Et lui pensait que tous ces policiers, tous ces gardes-là, moi je les payais. Et qu'on habitait dans une maison immense pendant qu'eux, ils sont en train de souffler à Bignan ici. Okay. Bon, en même temps, j'ai dit, ok, c'est mieux qu'ils le prennent ici. Voilà, parce qu'il ne savait pas ce qu'on appelait la prison, il était tout petit.
Voilà. Ça, j'imagine que d'entendre ça, ça fend le cœur à l'instant T. Oh, oui, mais on essaie de dominer ça parce que ce qu'il faut éviter dans ces moments difficiles-là, une fois que vous vous laissez aller, la suite devient difficile pour vous. Donc j'essayais de ne pas trop prendre ça à cœur. Et puis j'étais dans mon élément. Voilà. Et j'essaie de leur expliquer pourquoi j'étais là. J'essaie de leur expliquer le combat que je menais. Et je pense qu'on s'est compris. C'est l'essentiel. Allez, une troisième et dernière photo, puisqu'on a fait celle-là en bloc. Vous choisiriez laquelle? Celle-là, elle peut pas m'échapper. Ouais. Oui. Quelle année, ça? Ça, c'est à la place de la République. Voilà, c'est à la place de la République. Quand on était encore en train de lutter contre l'usage des armes comme moyen d'accession au pouvoir ou comme moyen de... La Côte d'Ivoire vous découvre dans son entièreté, peut-être dans ces moments-là? Oui, là, on était... Ça, c'est une partie de la photo. Mais vous voyez, les gens étaient jusque sur les ponts là-bas. La Côte d'Ivoire me découvrait d'une autre dimension. Et là, si j'ai répondu au battement patriotique de mon cœur, c'était un moment très, très décisif de ma vie. Et c'était des moments que j'ai adoré. Me battre pour mon pays. Voilà. Alors, c'est les déclencheurs d'une grande histoire qu'on va continuer d'évoquer ensemble sur le canapé, si vous voulez bien le suivre. Bien sûr que je veux. Vous êtes bien installé? Très bien, on va dire. Tout va bien? Ça va. On va commencer cette interview, se laisser aller à quelques confidences, remonter dans le temps, affronter des moments parfois difficiles, pas évidents. Je suis à vous. Alors, vous êtes né 1er janvier à Guibérois. Votre mère est morte en vous mettant au monde. Dans certaines traditions, on appelle ça un enfant de malheur. Comment on se construit quand on commence une vie de façon aussi difficile et dans le rejet? D'abord, c'est pas des situations qu'un enfant aimerait vivre. Tout enfant aimerait bien grandir auprès de sa mère et autres. Mais tout cela, c'est plus tard comment je le découvre. Voilà, on m'a mis avec telle tante, avec tel marâtre, et c'est au fil du temps que le grand frère va te souffler à l'oreille que voici notre situation. Et j'étais le dernier, donc ça a été des moments qui m'ont aidé, qui m'aident aujourd'hui. Voilà, parce que la vie elle-même m'a imposé déjà le combat dès mes premières heures. Et j'ai fait avec, j'avais pas le choix. Voilà. Qu'est-ce que ça vous a appris, justement, cette peut-être espèce d'éloignement du cocon affectif? Est-ce que vous étiez un enfant silencieux, observateur? Comment ça vous définit aujourd'hui? Il faut dire d'abord que je veux dire ici merci à toutes mes tantes. Hein. J'ai été la femme de tout le village dès le départ. Voilà. Tout le monde savait ce qui se passait, certainement sauf moi. Et chaque femme du village, chaque tante voulait que je sache qu'elle est ma mère. Et c'est comme ça que j'ai vécu jusqu'à ce que mon grand frère, que je viens de perdre, me prenne pour aller avec moi. Il a dû arrêter ses études à un moment donné pour passer le concours du CAFOP, avoir un travail pour s'occuper de moi. Et voilà comment moi j'ai grandi avec lui et ça m'a permis de faire le tour de toute la Côte d'Ivoire. Et puis, quand je reviens au village après mon BPC, tout le monde est un peu étonné de me voir là comme ça. Voilà, parce qu'on ne vendait pas ma peau chère. Qu'est-ce que vous diriez au jeune Charles Blé Goudet de cette époque, aujourd'hui, avec tout ce que vous avez traversé, avec le recul que vous avez sur ce combat que la vie vous a imposé, comme vous disiez au début? Non, mais on nous dit que les circonstances de la vie choisissent le héros. Hein. Et puis, vous laissez souvent aux portes. Voilà, aux portes du succès. C'est à vous de vous battre pour y entrer. Et il y a des moments où vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez que avancer. Et moi, ma vie m'a appris à seulement avancer. Je n'avais pas, c'était pas une option pour moi. C'était un impératif. Il n'y avait personne pour... Voilà, dans le milieu de qui je pouvais pleurer, je savais que les autres m'aidaient seulement. Et moi, tout cela m'a forgé aujourd'hui. Ce qui fait que, face aux difficultés que j'ai eues en tant qu'adolescent, moi j'étais déjà armé, j'étais déjà outillé pour les affronter. Et ça m'a beaucoup aidé.
Quel est le premier moment où vous vous êtes senti écouté? Où je me suis senti écouté. Est-ce qu'on m'a une fois écouté en tant qu'enfant ou je ne crois pas qu'on m'ait une fois écouté. Moi, je subissais. Voilà, je subissais. Il fallait être au champ avec papa, qui n'avait pas le choix que de me lever. Donc, lui, il ne vivait pas au village, il vivait au campement. Et donc, bon, j'étais là-bas avec lui, loin du village. Et les grands frères venaient de temps en temps, le week-end, on va dire ça comme ça. Et je restais avec eux. Mais quand ils partaient, c'était souvent un déchirement. Et le moment qui était le plus difficile pour moi, c'est quand j'ai perdu mon oncle. Parce qu'en réalité, à un moment donné, papa qui voulait travailler me l'a laissé, ou m'a laissé entre ses mains de son frère, qui était atteint aussi de la lèpre. Et moi, j'étais avec lui. Et puis, je crois que toute la nuit, il a toussé du sang. J'étais encore tout petit. Et vers 13h, comme ça, moi, j'étais couché sur sa poitrine. C'est après qu'on est venu me prendre. Pour me dire qu'il avait perdu la vie, là, comme ça. Donc, j'étais couché là, sur un corps sans vie, sans le savoir. C'était mon premier choc. Voilà, je peux dire ça comme ça. C'était mon premier choc. Mais c'est après ça que mon frère aîné est venu me chercher pour m'enlever au village, parce qu'il savait que ça allait être très difficile pour moi. Vous avez obtenu votre baccalauréat en 1991. C'est l'année où je suis né. Vous êtes inscrit ensuite au département d'anglais. Et puis en 2001, vous êtes parti au Royaume-Uni pour un master en gestion des conflits. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps, mais parlons du plan de carrière. À quoi vous rêviez en tant que jeune? Qu'est-ce que vous aviez envie de faire avant d'embrasser cette carrière politique? Moi, j'ai toujours voulu être avocat. Je voulais être avocat parce que je veux toujours parler pour les autres. Mais bon, j'ai été orienté au département d'anglais. C'était pas pour devenir avocat, mais c'était pas ça mon truc. Je voulais toujours me battre. Et puis finalement, les circonstances de la vie, les problèmes socio-académiques, qu'il fallait quand même amener le gouvernement à se pencher sur notre situation, des bourses d'études qui sont payées en fin d'année, ça ne sert à rien finalement. Voilà, des étudiants qui sont là, qui n'ont pas de logement. Et moi, je me suis retrouvé là, en train de me battre pour les autres aussi, parler pour eux, donner de la voix pour eux. Je me suis retrouvé tout de suite. Et puis, je n'ai pas choisi de faire la politique. Les circonstances de la vie m'ont mieux amené. Ma situation elle-même aussi m'a amené à me battre pour exister. Et donc, c'est la politique qui vous a choisi au final? Tout à fait. Il y a des moments où on n'a pas le choix. Moi, je n'acceptais pas certaines choses, certaines situations que mes amis et moi, on vivait. Et ça, c'est depuis le lycée classique d'Abidjan. Voilà, où j'ai été, jusqu'à l'université. Il fallait qu'on se batte. Et tout être humain se bat toujours pour améliorer sa condition de vie. C'est ce que nous avons fait. Voilà. Et donc c'est logiquement qu'on va en parler. Il y a eu des événements marquants de votre parcours universitaire. La FESI en fait partie. Vous étiez l'un des plus jeunes leaders. Est-ce qu'on peut parler de cette époque? Qu'est-ce que vous vous souvenez de cette époque? Moi, à la FESI, j'ai été apprenti avant d'être chauffeur. J'ai servi la plupart des secrétaires généraux, de Marcel Aipo, passant par Bléguirao, Guyégène, Guillaume Soro, dont j'ai été le secrétaire national de l'organisation. Et vu le fonctionnement de notre mouvement, être secrétaire de l'organisation de quelqu'un, c'est qu'on vous êtes un genre d'aide de camp. Donc j'ai appris tout cela jusqu'à ce que les étudiants et les élèves eux-mêmes me portent à la tête du mouvement en décembre 98, je crois. C'est ça, en décembre 98. Et puis voilà. C'était une mission de représenter les intérêts des étudiants à l'époque. Vous vous sentiez déjà investi de quelque chose? Non, j'ai appris auprès des autres. Et je voyageais beaucoup avec eux à travers le pays. J'ai vu ce que les élèves vivaient comme conditions difficiles. Et moi aussi, je vivais ces conditions. Je n'étais pas un messie. Je me battais pour moi aussi. En tant qu'étudiant, à l'époque, ce n'était pas aussi aisé. Et nos aînés, quand ils nous parlent, ils nous disent même qu'ils étaient déjà sur les bancs quand le régime venait les chercher pour leur donner du boulot. Nous, c'était pas ça. Il fallait qu'on se batte pour exister. C'est nous qui avons créé les expressions comme la BA. La BA,
B, c'est bataille. A, c'est alimentaire. La bataille alimentaire. C'est-à-dire se battre rien que pour avoir sa pitance quotidienne. C'était notre époque, ça. Et nous nous battions pour ça. Alors moi, j'ai été heureux qu'ils m'ont choisi parce que c'était une élection. Vous ne vous mettez pas comme ça à la tête de la FECI. C'est tous les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire qui viennent là. Et il y a une élection, on était 5 candidats. Moi, j'étais face aux 4 autres. Je les ai battus aux élections. C'était mon premier vrai contact avec la démocratie. Une transparente. Voilà. Bulletin unique. Et c'est pourquoi je me bats aujourd'hui pour qu'on ait tous là. Et justement, un premier contact peut-être réel avec la démocratie, qu'est-ce que ça vous laisse comme marque, ça, cette élection, le fait d'avoir été choisi? Est-ce qu'on se sent spécial? Est-ce qu'on se sent investi? Ah oui, mais être élu parmi 5 candidats, par les représentants des élèves étudiants qui viennent de par tout le pays, on s'est dit, waouh, j'y suis presque. Ils trouvent certainement en moi des capacités de pouvoir les représenter valablement. Et j'avais peur d'échouer. Il me fallait faire aboutir certaines revendications, quelquefois dans la douleur, parce que quand on est élève, quand on est étudiant, c'est le moment des grands rêves. Et c'est là qu'on a étudié les grands combattants comme les Che Guevara et autres. Donc on veut voir dans le leader ces capacités-là. Et vous n'avez pas le droit de reculer. Et quand vous reculez, souvent vous le payez cash. J'ai été content que pour ces moments-là, j'ai assumé. Et ceux-là aujourd'hui, ils me le rendent partout où ils sont, quand je les rencontre, quel que soit leur bord politique, c'est le général qui les salue. Ils ont vu que je n'ai pas plié les chines. C'est vrai que j'ai perdu ma liberté, mais c'était aussi le prix à payer. Vous avez regardé qui pour forger votre image de leader? Parmi les grandes figures politiques, vous parliez des grands combats, Che Guevara. Nelson Mandela. Nelson Mandela? Oui, Nelson Mandela. Parce qu'il a beaucoup souffert. 27 années en prison, je l'ai lu. Lui-même qui, à un moment donné de son procès, demande à ses avocats de le laisser pour qu'il puisse plaider coupable. Ce dont ils avaient peur, les avocats. Mais lui, il savait ce qu'il voulait. Et il tient son dernier discours, qui croyait être son dernier discours. Parce qu'il se disait, quand il a vu son neveu, avec qui il était dans le combat, sur le banc des témoins contre lui, il s'est dit, c'est terminé. Et donc, il pensait qu'il tenait son dernier discours, qu'il allait rester dans l'histoire, rester dans les mémoires des Sud-Africains. Et puis finalement, il n'a pas été condamné à mort, il a été condamné à perpétuité. Et vers la fin, tout a changé, il est devenu président de l'Afrique du Sud. Quand il sort de là, voyez, en même temps qu'il a le prix Nobel de la paix, son rival a le prix Nobel de la paix, Frédéric de Klerk. Ça m'a fasciné cette histoire. Faire en sorte de ne pas écraser l'adversaire, lui tendre la main, alors qu'on a la possibilité de l'écraser. On peut en faire un ami. Voilà ma philosophie avec laquelle je marche. Et Mandela, à un moment où il n'avait même pas d'adversaire en Afrique du Sud, après son mandat de 4 ans, n'importe qui se présentait à lui, il le battait. Mais c'est là qu'il choisit des partis. Se retirer. On va y revenir. Et moi, ça m'a marqué. Et c'est mon modèle d'homme politique à qui je veux ressembler. Alors justement, époque de la FECI, il y a des destins comme ça inextricables. C'est là que vous liez des liens avec Guillaume Soro, à qui vous avez succédé. Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre à tous les deux? Oui. Oui. Bogota et moi, pour la première fois où on se rencontre, c'est en prison. Voilà, je savais. Il habitait Vridi, on était tellement nombreux à la FECI, mais on ne se connaissait pas en tant que tel. Et moi, j'étais à la cité de Pougon, lui à la cité de Vridi. Et on se connaît en mai 1994. C'est là qu'on se découvre pour la première fois. Nous allions pour une marche. Et puis notre bus, ou les différents bus où les étudiants étaient détournés à l'école de police. Et on nous met en prison. Et il y a une grande maison là-bas qu'on appelle la Maison Blanche. C'est là-bas qu'on ouvre le groupe. Après avoir trié les différents leaders, ils ont libéré les simples militants. Et c'est comme ça qu'on se rencontre pour la première fois à l'école de police. Et on ne s'est plus jamais quitté.
jusqu'à ce que les options politiques nous séparent. On va y arriver, mais c'était quoi votre rêve commun à l'époque? Est-ce que vous vous souvenez de ces longues discussions qu'on a en tant qu'étudiant engagé, rêveur, qui veut un lendemain meilleur? Je suis sûr qu'il y a eu des discussions jusqu'à n'en point finir à des heures tardives de la nuit. Ah oui, nous on appelait ça les heures militantes. Quand vous appelez, bon écoute, on se voit aux heures militantes. C'est quand les autres dorment, nous on discute jusqu'à 2h, 3h du matin. Voilà, souvent les autres même sortent de leur chambre, ils se réveillent, sans sûrement que nous, on essayait d'aller dormir après avoir longuement discuté. On voulait un système éducatif amélioré, qui puisse garantir aux élèves, aux étudiants, des meilleures conditions de vie et d'études. On rêvait non seulement de cela, mais on disait aussi qu'il ne peut y avoir d'école nouvelle sans démocratie véritable. Ça, c'est le slogan de la FESI. C'est le préambule. Dès que vous ouvrez les textes de la FESI, vous tombez sur cette phrase. Il ne peut y avoir d'école nouvelle sans démocratie véritable. Parce que pour nous, c'est dans un système démocratique, dans un environnement où l'esprit est libéré, qu'il peut produire. Donc on se battait pour ça, c'était ça notre idéal. Et vous avez commencé donc comme des frères de lutte, vous êtes de la même colère, forgés par le même feu, mais avec le temps, vous l'avez rappelé, vos routes sont devenues contraires, presque opposées. Est-ce que vous avez le sentiment que vos destins vous ont séparés ou que quelque chose, un jour, a brisé ce lien et cette vision commune que vous partagiez? On était là en tant qu'étudiant. Et être étudiant, c'est pas statique. C'est un moment, c'est une période de notre vie. Donc là, on pensait peut-être représenter ou discuter ou partager un idéal commun. Est-ce que cet idéal n'était pas seulement en ce moment-là qu'on ait des conditions de vie et d'études meilleures? Après ça, les chemins se sont séparés. Parce que lui, il a pris son chemin, moi j'ai pris le mien. Mais bon, moi j'aime pas juger en général. J'estime que le chemin que j'ai pris est un chemin de la démocratie et qui ne va pas de pair avec les armes. C'est mon point de vue. Moi, mais je n'ai pas de point de vue à géométrie variable. Je vis par principe. Hier, j'étais dans la rue contre les armes. Aujourd'hui, je ne peux pas applaudir des gens qui prennent des armes aussi dans mon pays. C'est comme si je me reniais, ce que je n'aime pas souvent. Pas de jugement, mais peut-être de la tristesse ou de la déception avec quelqu'un avec qui on a partagé un idéal à un moment? Non? Non, ça peut arriver. Ouais. Pourvu qu'on se respecte. Et qu'on respecte le choix des autres, même quand on ne les partage pas. Okay. Moi, quand vous avez un point de vue différent du mien, c'est vrai que je ne le partage pas, mais je ferai en sorte que vous ayez le cadre pour l'exprimer. Pourvu que ce ne soit pas dans un cadre violent. Voilà. Donc, surtout en ce moment, quand on me pose des questions sur lui, j'évite qu'on se serve de moi pour davantage en rajouter à ce qu'il vit déjà comme situation d'exilé, de quelqu'un qui est loin de son pays. Oh non, moi, j'ai vécu ça. Moi, j'ai vécu ça. Pas pour revenir, je ne parle pas de vous, mais souvent sur les plateaux, les gens l'ont souvent essayé. Mais moi, je refuse cette posture. Voilà. On me dit, mais... Et pourtant, lui, quand vous étiez en prison, il vous a accablé. Je ne suis pas lui. Oui, moi, je suis Charles de Goudé. C'est vrai que ce qui m'intéresse, moi, c'est plus le lien forgé en tant qu'étudiant, compagnon de lutte, et les chemins qui se séparent, parce que les gens ont choisi de faire. Oui, ça arrive. Ouais. Ça arrive. Moi, je considère la FESI comme un arbre. Voilà, dont le tronc est là, puis après, les branches vont comme ça, produisent des fruits qui peuvent nourrir tout le monde. Et qui sait, il peut apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire un jour, moi aussi. Pourvu que tout cela puisse faire grandir la Côte d'Ivoire. Le plus important, c'est d'impacter positivement la vie des Ivoiriens. Le plus important, c'est peut-être pas de ne pas enrichir les Ivoiriens, mais d'enrichir leur vie. Comment on fait? Chacun choisit son chemin qui pense être le meilleur pour être utile à son pays. Voilà ma démarche. Mais je dois l'avouer, j'ai un pincement au cœur que celui avec qui j'ai partagé des moments difficiles, celui avec qui j'ai partagé ma jeunesse, les grands moments de ma jeunesse. Aujourd'hui, un moment où on se regarde la chaîne de faïence, on peut pas se voir aujourd'hui, et c'est pas lui seul, il y en a d'autres, avec qui vous ne pouvez même pas vous adresser la parole, parce que vous ne partagez pas aujourd'hui le même parti politique. Je dis, mais comment on en est arrivé là? On avait quand même des grands rêves. On ne pouvait pas faire une journée sans voir l'autre. On a partagé les mêmes lits. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que les ambitions peuvent être au-dessus de ce qui nous a vraiment liés? C'est une vraie question. C'est des questions que je me pose. Et puis après, j'ai dit, mais qu'est-ce que moi je peux faire? Et puis j'ai dit, ok, laissez-moi faire le pas. Quand je sors des prisons,
en 2019. Après, Dio Mama est parti avec son mentor actuel, qui est au pouvoir. Il cherchait à voir. Il semblait à quelqu'un qu'on reniait, qu'on rejetait. Et puis il a demandé à me voir, à travers Afoussi Bamba, qui est venu me voir 2 ou 3 fois à La Haye, pour me dire que ton ami veut te voir. Tout de suite, toute mon équipe a refusé. Ah non, c'est même pas possible, c'est même pas envisageable. Président, tu ne peux pas le faire. Mais moi, au-delà de la crise que la Côte d'Ivoire a vécue, je jetais un regard dans le rétroviseur de ma propre histoire, de ma jeunesse estudiantine. Je dis, mais on ne s'est jamais véritablement parlé. Parce que la première fois qu'on se voit après la crise, c'est vous qui devenez Premier ministre. Moi, je défends le président Gbagbo. Lui, il devient Premier ministre de Gbagbo après les accords de Ouaga. Donc, c'est tout de même le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, donc on ne peut pas parler. Peut-être que maintenant que chacun est revenu se taire, c'est peut-être le bon moment pour qu'on se parle. Je disais en introduction, vous revenez ici dans la part politique à hauteur d'homme. C'est peut-être le... Et puis, bon, je le reçois à La Haye. Ouais. J'ai réussi à convaincre mon équipe, c'est ça aussi un leader. Je partage mon point de vue avec mes différents collaborateurs. Je leur dis, est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut encore se parler? Si on ne se comprend pas, mais au moins on se sera parlé. Et puis j'ai accepté, il est venu à La Haye. Toute la presse était là. Mais moi j'étais content de retrouver mon ami. Et puis bon, ben, après, bon... L'histoire, voilà. On va revenir un peu à cette époque. Vous avez toujours été un homme de parole, des discours, vous en avez prononcé beaucoup, hein, année estudiantine, je veux dire aussi. Si vous pouviez en reprononcer un seul, ce serait lequel? Et est-ce que vous changeriez quelque chose à l'intérieur de ce discours? J'en ai tellement prononcé. Là, je me battais d'abord pour les étudiants, comme je le dis. Donc, c'est les problèmes académiques, les problèmes de chambre. Mais surtout, à un moment, je ne voulais pas que les politiques se servent de l'école pour déstabiliser le pays. Et ça, j'ai payé ça cher. C'était en 2000. Puisque moi, mon mandat, c'est de 98 à 2000. Vous voyez bien? Donc, vers la fin de mon mandat, je connais des tumultes. Et j'ai tenu ce grand discours. Il faut éviter qu'on se serve de l'école pour déstabiliser le pays. Je ne tiens pas ça d'aujourd'hui. Mais je ne peux pas me souvenir de toutes les phrases. Voilà, mais tout ce que je peux vous dire, ma posture était toujours la même. Être du côté de la patrie, être du côté des faibles, pour pouvoir les défendre. Voilà. Quel est votre plus beau souvenir de ces années, donc, en tant qu'étudiant, dans un contexte compliqué? Qu'est-ce que vous gardez comme... qu'est-ce que vous chérissez comme souvenir? Et puis, est-ce que vous avez un regret de cette époque? Alors, le plus beau souvenir, d'abord, c'était le jour où j'ai été élu, mais surtout, ce jour-là où, après plusieurs années, des dissolutions, donc d'inexistence juridique, après toutes ces années d'emprisonnement, le pouvoir accepte finalement de discuter avec les élèves et étudiants, donc à reconnaître la FESI. Un forum sur l'école ivoirienne est donc organisé à l'Hôtel Ivoire. Et ce jour-là, le gouvernement de Côte d'Ivoire, sous le président du Konabédié, décide de réhabiliter la FESI, qui passe dans des mouvements dissous à un mouvement officiellement reconnu. C'était un long combat, mais c'était un beau jour pour nous. Voilà. C'est toujours bien de savoir que son combat a abouti. Parce qu'il fallait exister pour ne plus qu'on puisse nous traquer. Voilà, ça c'était bien bon. Et s'il y a un regret de cette époque, ce serait lequel? Oui, le regret de cette époque, c'est que mes propres amis, avec qui j'ai connu tous ces moments difficiles, je peux les citer ici, Drigoné Faya, Doumbia Major, tous ces amis avec qui on partageait tant de choses. À partir de 2000, on a commencé à se battre les uns contre les autres. Je te dis, mais pourquoi? Chacun pensait qu'il pouvait la réussir seul. Mais aujourd'hui, avec un regard dans le rétroviseur, je me dis, mais on pouvait éviter ça pourtant. C'était mon plus grand regret de me retrouver là, non face à un gouvernement, non face à un système qui me réprime, mais face à mes amis des galères, face à mes compagnons de fortune. C'était un moment très difficile pour moi. Il y a des combats que moi je ne sais pas faire. Je n'ai jamais de force pour combattre les miens. Et ça, c'était un moment très très difficile. Si c'était à refaire, moi je ne le referais pas du tout.
Je ne le referai pas du tout. Je leur ai dit simplement, vous avez gagné, prenez. Voilà. En 2002, vous êtes en Angleterre pour votre master à Manchester, gestion des conflits. Quand la rébellion éclate en Côte d'Ivoire, vous suspendez tout, vous rentrez, abandonnez les livres pour venir dans la tourmente. Qu'est-ce qui, à ce moment-là, était plus fort que votre avenir personnel? Colère, loyauté ou sentiment que vous deviez juste être là, quoi qu'il en coûte? Alors, moi, je n'ai pas choisi. J'ai juste répondu au battement patriotique de mon cœur. J'ai juste répondu au battement patriotique de mon cœur parce que je venais à peine des vacances. Et on venait de rentrer à Manchester. Le coup avait repris, il y avait à peine une semaine. Et puis, on n'était pas encore dans un monde trop connecté comme ça, comme aujourd'hui, où on a les réseaux sociaux. Il fallait aller au cyber. Donc c'est ce que je suis allé faire. Et puis bon, à l'école, c'était à 10h. Et à la pause. Et moi, je suis allé à la salle multimédia de l'école, à Manchester. Et puis, me voici face aux médias. J'ai vu n'importe quelle chaîne que je mettais, c'était la Côte d'Ivoire. Et c'était des fusils. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et on m'a dit que je regardais. Le président Gbagbo était en Italie, et où il devait rencontrer le pape. Et moi, je ne comprenais pas tout ça. Et je ne suis plus retourné en classe. Je suivais minute par minute l'évolution de la situation. Et quand j'appelais à Abidjan, je n'arrivais pas à joindre quelqu'un. Et c'était un moment difficile pour moi aussi. Hein. Et puis après, c'est le président Gbagbo que j'ai vu à la télé, en train de faire un discours pour dire le premier avion qui s'offre à moi, je rentre dans mon pays. Cette phrase a traversé mon âme. Cette phrase a traversé mon âme. Et quand je suis sorti de là, je suis allé rencontrer M. Paul. C'était mon professeur principal. Et je lui ai dit que je n'avais pas trop une bonne nouvelle parce que j'ai décidé de rentrer chez moi. Il essaie de vous en dissuader? Oui, il m'a dit non, mais attends Charles, tu es l'un de nos meilleurs étudiants, tu as presque fini, qu'est-ce que tu fais? Et puis il a commencé à m'accompagner au cyber. Je lui ai dit, mais viens, regarde toi-même. Vous savez, les enseignants en Angleterre, c'est très différent de nos enseignants d'ici là. Hein. C'est très difficile. Ce pas des gens qui on appelle monsieur, ça n'existe pas ça. Ils essaient de casser un peu, je veux dire, ce mur entre vous, pour vous rapprocher, pour vous amener à apprendre et ne pas le craindre. Donc on était amis. Lui, il supportait Manchester City et il m'a même amené souvent au stade. J'ai dit, on vient voir. On est allé. Il me dit, mais sa première question, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que toi tu vas aller faire là? Où les fusils sont en train de faire régner la loi. J'ai dit, professeur, I don't know, but something is telling me I have to go. There's something to be done there. Il y a quelque chose à faire là. Bon. Il m'a dit, ok, va à la maison, essaie de te libérer un peu, et puis on se parle après. Je suis parti à la maison. Je suis parti en cité. Et puis, c'était pas ça le plus dur. Le plus difficile, c'était maintenant de convaincre ma compagne avec qui j'étais. Que j'allais laisser là seule. M'a sorti une phrase qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui, Charles. Pourquoi tu ne penses pas à nous aussi? Nous, à qui te coûte cher? Parce que là, c'est même pas sûr que je te revoie. Tu vois, on te dit telle ville a été prise, on n'est pas en train de te dire qu'il y a une élection, on n'est pas en train de dire qu'il y a une marche. On te parle de fusil. Qu'est-ce que nous, tu fais de nous? Et à partir de cette phrase, je n'arrivais plus à la regarder. Est-ce que la décision était déjà prise? Parce que ma décision était déjà prise. Je lui ai dit, moi, je vais repartir à l'école. Je vais parler à Paul pour une dernière fois. Mais moi, je vais partir à Abidjan. Et puis, voilà. Elle a dit, ok, mais je n'ai pas le choix, je vais t'accompagner. Je vais t'accompagner juste à l'aéroport pour ne pas que tu penses que je m'oppose à ta décision. Et puis moi, je suis venu. La rébellion a éclaté 17-18, je crois que c'est ça, non, 18-19 septembre.
2002. Et moi, je suis arrivé à Abidjan le 26 septembre, soit une semaine après. Premières heures, ouais. Donc, je faisais un saut dans l'inconnu. Je ne savais même pas qui s'est battu contre qui. Alors, ceux qui disent aujourd'hui, non, il est venu parce qu'il voulait de la gloire. C'était moi une seule personne à qui on va dire, voilà, tiens, de l'argent, on va mourir. Ça, c'est le prix de ton cercueil. Moi, j'étais guidé par les battements patriotiques de mon cœur. Je n'ai pas eu le choix. Et je ne le regrette pas. Je suis fier d'avoir fait ce combat pour mon pays. Je suis fier aujourd'hui d'avoir transmis aux jeunes Ivoiriens ce qu'on appelle être patriote. Et je le vis, moi. Ouais. Vous connaissez, en votre fort intérieur, vous connaissez votre personnalité. Est-ce que vous auriez eu ce même courage si vous n'aviez pas été à la tête d'une organisation comme la FESI, ce sens des responsabilités, ce sens de leader? Est-ce que l'autre Charles Blé Goudé, dans un espèce d'univers parallèle, qui n'a pas connu ce destin-là, il serait revenu en Côte d'Ivoire? Non. Non. Pour être franc avec vous, non, parce que si j'étais dans mes matchs de Maracana, dans mes booms au village, non, c'était une autre personnalité. Mais à la FESI, j'ai appris les fondamentaux de la lutte. Là, la situation m'a appris à m'engager. Et à la FESI, on nous a appris à ne pas reculer. Et on nous a appris à aller jusqu'au bout de ce qu'on a en tête. Et c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Et je suis beaucoup reconnaissant à cette organisation. Elle m'a beaucoup appris. Je suis reconnaissant à mes aînés. Et ils m'ont beaucoup appris. Quand vous rentrez, comment se fait la connexion avec Laurent Gbagbo? Est-ce que c'est vous qui allez vers lui? Est-ce que c'est lui qui vous appelle? Et dans ce lien, est-ce qu'il y a eu une adhésion intellectuelle ou juste, comme vous disiez, cet instinct de combat partagé contre une rébellion à l'époque, une crise? Alors, il faut d'abord situer les choses dans le contexte. Si vous rencontrez dans ce pays une personne qui vous dit, ma voix donne un coup de fil, me dit, Blé, viens te battre. Il ne vous dit pas la vérité. Je suis venu de moi-même. Et quand j'arrive en Côte d'Ivoire, je ne cherche pas à avoir le président Laurent Gbagbo. Il faut préciser, nos liens n'étaient pas aussi forts que ça. Je n'étais pas en tant que tel de son écurie. Parce que moi, j'ai dirigé le mouvement, même si il est de gauche aussi, il était vu comme le parrain de tous ces mouvements étudiants, mais la FESI était jalouse de son autonomie. Donc il ne fallait pas trop s'acoquiner avec les hommes politiques. Ça, on ne joue pas avec. Contrairement aux autres, qui étaient membres de son parti politique, donc c'est plus facile. Donc quand j'arrive, pas que je refuse de le voir, mais je n'avais même pas cette possibilité. Et puis ça ne faisait pas partie de mon agenda. Moi, je suis venu, comment je fais pour appliquer ce sur quoi je réfléchis? Moi, c'était les mobilisations des masses populaires pour résister à une rébellion. C'était ça mon schéma. Donc quand j'arrive, mon premier réflexe n'est pas de chercher par quelque manière que ce soit à voir le chef de l'État. Quand j'arrive, c'est comment je fédère les autres mouvements qui existent déjà. Donc je ne connaissais pas tellement les leaders. Mais il fallait essayer de leur donner des coups de fil, les convaincre, de rallier le schéma que j'avais mis en place. Donc je descends à l'aéroport, me conduis directement à la Cité Rouge. Et de là, je passe quelques coups de fil, et puis je sais que j'ai réussi à joindre au téléphone, je leur parle. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été difficile de les convaincre. Et ça a été facile, et puis bon, voilà, on est parti. Et comment vous le rencontrez finalement? Comment et puis, nous appelons au premier meeting. La jeunesse du Front populaire ivoirien était d'abord en tournée. Et apparemment, ils ne voulaient pas arrêter leur tournée pour nous rejoindre. Et donc, il fallait les laisser finir leur tournée. Ils ont fini. Et puis, nous sommes assis, nous avons parlé. Moi, je les convainc de ce qu'il faut appeler tous les Ivoiriens un grand rassemblement à la place de la République. Les petits meetings isolés, ça et là, ne peuvent pas arrêter une rébellion. Parce qu'on disait de Laurent Gbagbo qu'il était isolé, qu'il était minoritaire. Il faut prouver le contraire tout de suite. Il faut tout de suite faire bloc autour de la République. Je lance donc un appel pour le 2 octobre 2002. Monsieur, certains ministres du président Gbagbo me convoquent pour me dire, mais tu te prends pour qui? Ce meeting est dangereux. Il ne faut pas le faire. Et je veux que les Ivoiriens m'écoutent très bien. Je n'étais pas le bébé qu'on a poussé
pour dire oui, va faire le meeting. Non, 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 non. Des ministres, et non des moindres que je ne vais pas citer ici, parce qu'on ne cite pas les contemporains, m'ont dit, il ne faut pas le faire. J'étais convoqué dans un bureau. La première phrase, c'est le parti vous demande d'annuler ce meeting. Je dis à mon interlocuteur, quel parti? Il dit le FPI, c'est un mot d'ordre. Je lui dis, vous vous trompez des militants. Moi, je ne suis pas militant du FPI, donc je ne suis pas concerné par votre mot d'ordre. Moi, c'est la Côte d'Ivoire qui m'appelle. Ah, au départ, c'était un bras de fer. Il me dit, ok, en tant que ministre et dans son titre, j'interdis ce meeting. Je dis, relisez les textes de la Côte d'Ivoire. Vous, votre ministère ne vous permet même pas d'interdire un meeting. Seul le ministre de l'Intérieur peut interdire ce meeting. Le ministre de l'Intérieur était décédé. Donc, on était dans ce bras de fer. Je lance quand même le message. Et le jour même du meeting, je voyais les Ivoiriens, par milliers, en train de déferler sur la place de la République, mais ils ne se sont pas arrêtés là. Moi, je suis allé prendre mon QG au CCIA, là où j'étais, là, au rez-de-chaussée. Il m'a envoyé un ami, qui n'est plus de ce monde, qui va venir me convaincre que si je vais à la place de la République, je vais mourir. Voilà encore une autre stratégie qu'ils ont prise. Il est venu avec une dame qui était badigeonnée, des kaolins, tout ça, qui avait des petits gris-gris là, que, voilà, elle, ses génies lui ont dit que si moi je vais à la place de la République là, ils vont tirer sur moi et je vais mourir. Je voyais tout ça comme un stratagème qui me distrait. Alors je lui demande, est-ce que ta femme là, ses génies sont vraiment forts? Il dit, mais ses génies sont très forts. Il dit, ok. Il faut lui dire, comme ses génies sont forts, c'est-à-dire quand ils vont tirer sur moi, ils n'ont qu'à tout faire, puis ça va dévier, puis ça va pas me tirer. Parce que moi, je vais à la place de la République. J'étais convaincu que c'est ce qu'il fallait. Après ce meeting, je n'ai toujours pas vu le président Gbagbo. Je ne me souviens pas exactement comment notre connexion s'est faite. Vous savez, il y a des bonnes relations, vous vous souvenez difficilement de comment vous vous êtes rencontrés. Mais je crois que je l'ai vu et puis on ne s'est plus jamais quitté. Alors, je ne peux pas vous dire exactement dans quelles circonstances, dans ce contexte-là. Hein. Sinon, on s'était vu avant quand j'étais étudiant, et dans le contexte du congrès de la FECI, je l'avais déjà vu, pour qu'on parle d'autres choses, pour que je retire ma candidature, parce que le secrétaire général de l'époque, Guillaume Soro, qui connaissait plus que moi, il faut le dire, lui avait demandé de me convaincre de retirer ma candidature, parce que je n'étais pas son candidat. Là encore, je leur ai dit que je ne le faisais pas. Je ne peux pas répondre à ce mot d'ordre, et j'ai maintenu ma candidature. C'était comme ça qu'on s'était vu à l'époque. Mais après, bon, voilà. Alors justement, à l'époque, vous êtes à la fois adulé, parfois caricaturé, mais vous êtes surtout perçu comme un bras, une extension de la présidence. Est-ce que, dans ce que vous me dites, est-ce que vous étiez encore libre dans votre parole ou est-ce que vous étiez déjà investi d'un devoir de loyauté? Ça vous a mis beaucoup de pression, ce rapprochement? Oh oui, ça n'a pas été du tout facile pour moi, contrairement à ce que les gens croient. Parce que tout l'entourage n'acceptait pas ça, que quelqu'un qui n'est pas membre de la structure politique avait un lien aussi fusionnel avec le leader. Et souvent, je programmais des meetings. Et voilà. Un jour, j'ai programmé un grand meeting. Et les diplomates étaient montés au créneau pour demander au président Gbagbo, il fallait que j'annule ce meeting. Mais aussi ses camarades. Donc, il me convoque vers 21h. C'est le chef de l'État qui vous appelle, hein, c'est pas votre camarade. Hein. Donc, moi, je m'en vais. Il me dit, il faut annuler le meeting. Je dis, d'accord, président, j'ai compris, mais voilà, avec pas hésitant, mais est-ce que je peux avoir les raisons? Excusez-moi de vous le dire ainsi, mais est-ce que je peux avoir les raisons? Mais j'ai vu qu'il avait la pression de son appareil politique. Et il souffrait que je ne rentre pas dans les détails, mais il m'a donné les raisons, puis j'ai compris. Je ne l'ai pas fait. Je ne recevais pas d'ordre de lui. Voilà, je dois lui dire, dans notre relation, le président Gbagbo ne me donnait pas d'ordre. Voilà, il demandait souvent mon point de vue, et puis on discutait, et on faisait ce qui était bon pour la Côte d'Ivoire. Donc moi, je n'étais pas un bras prolongé de la présidente de la République. Et je peux faire 1, 2, 3 semaines, 1 mois, voire 2,
sans voir le président, et puis il peut t'appeler, écoute, Guapé, il y a longtemps que je ne t'ai pas vu. Moi, je le taquinais, puis le président, moi, je ne travaille pas à la présidence. Moi, je suis dans une résistance. J'ai toujours voulu avoir ma liberté. Et je peux vous le dire sur ce plateau, beaucoup ne me connaissent pas. Ils parlent de Charles Blé Goudé, ils ne le connaissent pas. Je suis très jaloux de ma liberté. Je suis très, très jaloux. Si vous voulez m'énerver, attaquez-vous à ma liberté. Vous n'allez pas me reconnaître. Je suis très jaloux de ma liberté. Ma liberté de parole, ma liberté d'agir. Je n'aime pas qu'on me dicte ce que je dois faire. Je n'aime pas qu'on me dicte ce que je dois faire. Voilà. Vous pouvez me convaincre. Vous devez chercher à me convaincre. Si vous ne m'avez pas convaincu, vous tentez de me mettre des pressions, vous aurez le résultat contraire. Je me dresse. Voilà. Est-ce que vous avez toujours beaucoup d'aplomb, une confiance inébranlable, mais est-ce que vous avez déjà douté? Est-ce que dans ces rôles-là que vous avez pris à cette époque, en plein discours, en regardant la foule, vous vous êtes dit « Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Où est-ce que ça va tout ça? Est-ce que j'ai les épaules pour porter le mouvement que je suis en train de lancer ?» Ça, c'était le 3 janvier. Ça, c'était le 3 janvier 2003. Le président Gbagbo est à Marcoussis. Pris entre les griffes de la communauté internationale, tu lui imposes un premier ministre. Et tu lui imposes même de nommer des gens avec qui il n'aimerait pas travailler. Et c'était très difficile. Et il y a des décisions qu'on lui demandait de prendre. Et nous, on était là sur le terrain, avec tous ces Ivoiriens mobilisés qui croyaient dans l'avenir de leur pays. Le président Gbagbo rentre, toute une foule à l'aéroport, et moi, j'appelle à un meeting à la place de la République, ce jour-là. M. Awad Domelo, directeur du BNET, fait appeler pour demander qu'on arrête le meeting. Parce que 1 heure de plus, il y a trop de monde sur le pont. Parce que la foule partait de la place de la République jusqu'à Treichville. Mais ce n'était pas ça le plus difficile pour moi. Je pouvais arrêter le meeting dans 30 minutes après, ce n'est pas un problème. Mais c'est quand je voyais toute cette foule qui était déchaînée, qu'il fallait canaliser. La moindre erreur, le moindre manque de leadership, et tout dégénérait. Surtout que la presse internationale disait déjà que nous sommes des voyous, des casseurs. Il fallait prouver le contraire. Donc maintenir cette foule-là en haleine, l'impacter, la canaliser. Et c'est là que le leadership s'applique. J'ai été fier, après la peur, après les doutes, que j'ai pu le voir. Mais les vrais doutes, c'était vers la fin, vers 2011. Où tu voyais, on a veillé à la place de la République. Mais j'étais ministre là maintenant. Donc j'avais accès à certaines informations auxquelles cette foule n'avait pas accès. Donc je me disais, oh, ça peut dégénérer, ça peut se gâter. Est-ce que je peux leur apporter ce dont ils ont besoin là? Je n'ai pas pu le faire et c'est la mort dans l'âme que je vais en exil. À l'époque, on vous a surnommé le général de la rue. Est-ce que vous vous êtes senti prisonnier de ce personnage pendant cette période, après cette période? Oui, d'abord pendant cette période-là, les gens, eux, me croyaient capable de tout. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui m'en veulent. De comment est-ce possible que je n'ai pas réussi à sauver le pouvoir de Gbagbo? Pourquoi même je suis allé en exil? Alors que j'aurais pu faire dévier, faire échouer ce qui se passait à Abidjan. Ce qui se passait à Abidjan, je peux vous le dire, ça nous dépassait nous tous. Ce n'était plus un moment où la masse faisait régner sa loi, mais c'était un moment où les fusils faisaient régner leur loi. C'était difficile. Moi, je ne voulais pas que la jeunesse de Côte d'Ivoire serve de chair à canon. Et regardez, ça nous a sauvés. Cette posture nous sauve le président Gbagbo et moi, à la haie. Puisque cet argumentaire a aussi payé. Ces moments de doute, je les ai eus. Mais je préfère les garder pour moi. Ça fait partie de la vie des leaders. Mais j'ai aussi eu des grands moments d'espoir. J'ai eu mal que tout ce combat que je conduis avec mes amis
de 2002 jusqu'à 2011 n'ait pas pu se solder par une victoire. Et que finalement, non seulement le leader, mais même moi-même, on se retrouve dans une cellule à La Haye. J'ai vu ça comme un échec. Et il m'est arrivé de pleurer toutes les larmes de mon corps. Il m'est arrivé. Ça, c'est moi. On vous imagine difficilement en train de vous renvoyer cette... oui, c'était difficile. C'était difficile. Après, je me suis dit, OK, on y est, on y va. Je dois affronter maintenant la Coupe internationale. Peut-être que c'est le moment pour moi d'avoir une autre victoire à l'international. Tout ce que Dieu fait est bon. Alors, avant ça, voilà. Avant ça, il y a donc, on a les foules, on a la fuite, après le feu, la cavale, puis un matin, donc l'arrestation, la fin d'un monde, le début d'un silence de la cellule à Abidjan à la cour de La Haye. Vous avez changé de scène, mais pas de combat. On entre maintenant dans ce chapitre-là, la chute, le procès, la solitude. Pendant ces mois-là en cavale, qu'est-ce qui vous tenait encore debout? Avant qu'on en arrive là, beaucoup ne connaissent pas l'histoire de ce monde. Parce qu'on m'a reproché. Pourquoi il est allé en exil? Pourquoi il a quitté Abidjan? C'est un fuyard. Lénine est allé en exil en Suisse, à Lausanne. Avant la révolution russe. Partir pour mieux s'organiser? Partir pour mieux s'organiser, c'est ce qu'il a fait. Souvent, on part pas parce qu'on n'a plus de conviction, contrairement à ce que certains veulent faire croire, mais parce que la force en face est trop. Il faut s'y réorganiser. Charles de Gaulle, il a fui Paris pour Londres. Et c'est à travers les ondes des radios BBC qu'il a lancé l'appel à la résistance à Paris. Ce n'est pas moi qui ai créé l'expression reculer pour mieux sauter. C'est ce que j'ai essayé de faire. Maintenant, quand j'arrive en exil, deux choses. J'ai contre moi un mandat d'arrêt de la Coupe internationale. J'ai contre moi un mandat d'arrêt international du gouvernement de mon pays. J'ai contre moi une mesure d'interdiction de voyage de l'ONU. Tout ça pour moi seul. Pas pour tous les autres. Donc en exil, il y avait deux groupes. Il y a ceux qui étaient des réfugiés, qui avaient une carte de réfugiés, d'exilés, qui sont recensés au Refugee Board, au HCR, et donc ils étaient protégés par les lois. Moi pas. Moi j'étais un fugitif. Donc, me cacher, protéger ma vie, pour que je puisse être en vie demain, pour qu'on parle aujourd'hui comme ça. Et puis, en même temps, il y avait des choses à dénoncer. Ça m'a fait un tour. Puisque c'est à travers mes interviews par-ci par-là que j'ai certainement été géolocalisé. Et puis un matin, j'ai été arrêté. On m'a annoncé, le grand frère Venance qu'on a s'il m'écoute, lui, il m'a annoncé en Gambie, grand frère, moi je ne suis jamais allé en Gambie. C'est pas vrai. Et il disait deuxièmement, il a même fait une lettre à titre posthume qu'il m'a adressée, convaincu qu'il était que j'étais mort. Heureusement que tout récemment à Daloa, lors du FEMUA, on s'est vu physiquement. Donc là, je pense qu'il peut me voir à travers les médias et autres, mais là, on s'est vu physiquement. Non, c'était pas vrai. Il y a eu tout ce poids-là que je devais supporter. Et puis, c'est mon destin. Nul n'échappe à son destin. Quand vous êtes arrêté, est-ce que c'est du soulagement après toute cette période compliquée, ou bien c'est la fin d'une illusion de laquelle on s'est bercé que les choses allaient encore pouvoir changer? Non, quand vous êtes arrêté, ça ne peut pas être un soulagement. Parce que là, ce n'est pas le leader étudiant qui est arrêté, qui a derrière lui tous les lycées et collèges de Côte d'Ivoire, toutes les universités qui poussent le leader et qui portent le leader. Mais derrière le leader, il y a l'homme qui est peut-être fatigué de... Là, celui qu'on arrête, là, ouais. Ceux qui l'arrêtent ne sont pas ses amis. Et ce n'est pas des enfants des cœurs. Et là, tu te dis, quel sera mon sort? J'ai quitté Abidjan sous fond de crise.
une crise sans précédent en Côte d'Ivoire, où on parle des morts, où je t'ai vu comme celui qui était le bouclier du président Gbagbo. Et c'est ceux-là qui m'attrapent, qui me ramènent à Abidjan. Est-ce que vous pouvez imaginer ce qui se passe dans ma tête en ce moment-là? Je pense pas. Voilà. On m'arrête à 6 heures. On m'amène au DNI, qui est un genre de la DST là-bas. Et puis, je dois me déshabiller, porter leur robe de prisonnier. Et puis, vers 16 heures, on me dit, le directeur veut vous voir. On se dit toujours, ok, ah, peut-être qu'il y a une négociation, peut-être qu'il y a quelque chose. Mais ce n'était pas ça. On me ramène ensuite en cellule. Et puis vers 21 heures, on me sort, on me dit, habillez-vous. Vous voyez là? Donc l'espoir va naître. Vous dites, ah, je m'habille, peut-être qu'ils vont me libérer. Et puis, un cortège est là, on me met les menottes, on m'y met. Donc on sort de la DST du Ghana, le DNI, le BNI, pardon, Bureau of National Investigation, et puis on part. Je dis, bon, peut-être qu'on va dans un quartier d'une autorité avec qui il va échanger. Mais on traverse tout Accra, on traverse Accra, et puis à un moment, je vois le dernier quartier qu'on appelle Kassoua. Je me dis, Kassoua, c'est celui-là d'Abidjan, c'est la Côte d'Ivoire. Je demande au policier qui est là, vous m'emmenez où? Il dit que lui, il répond aucune question. Le cortège part. Et puis, 1h, 1h30 après, Cape Coast. Là, je n'avais plus de doute. Ensuite, Takoradi. Bon, écoute, Charles, prépare-toi à affronter les pires des moments que tu as vus dans ta vie. Donc là, je suis concentré, je suis en prière, je demande la protection du Très-Haut, et nous arrivons à la frontière ivoiro-ghanéenne vers 4h30, 5h du matin. Je n'arrivais même pas à dormir. Et c'est à 6h, 6h30 que l'actuel DG de la police, Youssouf Kouyaté, le général, vient avec une cohorte des FRCI, des policiers et autres. On m'enlève juste les menottes ghanéennes et on me met les menottes ivoiriennes. Et j'ai vu du monde qui était là pour être rassuré que c'était vraiment moi. Voilà comment je suis arrêté au Ghana et on me conduit directement à la DST. Alors, contrairement à la rumeur qui a couru, et comme là je suis devant vous, moi je n'ai jamais signé de deal avec le pouvoir Ouattara. J'ai été arrêté et puis j'ai subi ce que j'avais subi. C'est ma vie, je l'ai assumé, mais vous savez, ne jugez jamais quelqu'un sans l'avoir écouté. Les rumeurs peuvent vous faire détruire votre héros. Quand vous êtes en train de souffrir comme ça, que ceux de qui vous espériez un soutien vous lâchent et propagent des rumeurs sur vous, ça peut détruire, non? Quand vous n'êtes pas fort dans la tête. C'est ce que j'ai vécu. C'était des moments très, très, très difficiles de ma vie parce que c'était la 11e fois que j'ai fait la prison. Mais à la fin, si nous, on avait une solidarité. Dès qu'on vous arrête, il y a une chaîne de solidarité qui est mise en place. De tous les lycées et collèges, de toutes les universités. Et vous étiez portés là. Mais c'était la première fois que j'étais en prison et que je me sentais lâché. Mais qui pouvait encore vous soutenir à cette époque-là, alors que toute la machine, finalement, on pouvait faire une déclaration au moins pour demander qu'on me libère. Je ne parle même pas du pouvoir en place. Mais ceux de qui j'étais en droit d'attendre un soutien, je ne l'ai pas eu jusqu'à aujourd'hui. Vous allez sur Internet, vous n'allez jamais trouver une seule déclaration de mes partenaires d'attente demandant simplement même qu'on me libère ou me dénonçant même mon arrestation. Ça n'a jamais existé. Ça, vous l'avez ressenti après coup ou sur le moment, vous le ressentiez déjà, le fait d'être lâché? Là, au moment où je suis aux mains des policiers et du système d'Abidjan, à la DST, vous êtes coupé de tout, vous ne savez même pas de quoi il s'agit. Vous n'avez pas de montre, vous ne savez pas du tout dans quoi vous êtes. Vous n'avez aucune notion de l'heure et du temps. Mais c'est un jour que un ami policier me glisse en cachette des journaux que j'essaie de lire.
Et c'est comme ça que il me dit, ah, voici ce qui s'y raconte dehors. Et une semaine après, paix à son âme, Jean-Yves Diboupieux me rejoint là. On l'a arrêté au Ghana. Ensuite, Jean-Noël Abbaye aussi, qui était mon voisin immédiat, que je salue ici, qui priait pour nous. Et c'est eux qui me disent, ah, c'est bien qu'on est ici, ensemble. Je dis, mais pourquoi c'est bien? Ils disent, parce que les gens racontent, ou les gens racontaient, que tu n'étais pas en prison, que tu habitais chez feu le ministre Ahmed Bakayoko, et que tu étais nourri comme au Britannique, parce que tu es un dealer avec le président Ouattara. Nous qui sommes là, un jour si on nous libère, nous allons faire un témoignage que ce qu'elle raconte est faux. Vous voyez comment on peut détruire quelqu'un? Parce que quelqu'un assis quelque part, il fabrique des rumeurs, il les lance dans la ville, et puis c'est parti. Et c'est quand on sort, comment on me libère plus tard de la haie, quand je viens, j'ai encore ce moment, ces images, où Jean Diboupieux me fait ce témoignage, perd son âme, je voulais saluer son âme ici, où il me dit, où il a témoigné qu'il était mon voisin des cellules. L'autre ne peut pas parler parce que lui, il est militaire. Mais, donc ça, c'était un moment très, très difficile pour moi. Et je n'ai pas fini. Quand, 14 mois après, on me sort de là, qu'on m'amène à La Haye, pendant que je suis dans l'avion pour aller à La Haye, on dit non, il va à La Haye pour témoigner contre le président Gbagbo. Waouh! Il va comme un témoin. Monsieur Pierre, si je peux vous appeler comme ça, monsieur Akpolo. Pierre, allons-y. On ne met pas un mandat d'arrêt contre un témoin. Ça, c'est pour votre gouvernement. Vous allez à l'école, ne vous réfléchissez pas. On ne met pas un mandat d'arrêt contre un témoin. Un témoin, le procureur vient avec ses équipes, il lui demande d'abord s'il accepte de témoigner, on le met dans des conditions pour témoigner, et puis deuxièmement, on ne met pas un témoin en prison. Donc, je voulais vraiment saisir cette occasion pour dire que j'ai été malheureux de tout ce que j'ai appris, alors que j'étais en train d'être détruit de l'intérieur, j'étais en train d'être consumé de l'intérieur. Comment vous l'analysez, le fait que quelqu'un qui soit peut-être déjà à terre, qui traverse cette situation-là, qu'il y ait ce besoin supplémentaire de, on a envie de dire, de tirer sur l'ambulance? Moi, je ne peux pas... Vous ne pouvez pas l'interpréter? Voilà, moi, ça me donne la nausée. Ça me donne simplement la nausée. Et je ne sais pas comment l'interpréter parce que c'est inhumain. Et puis parce que ce n'est basé sur rien. C'est de la fabrication de l'ennemi. Parce que juste, il faut écraser Blé Goudé. Et puis après, je vais faire ma prise de parole. Le 27 mars 2014. Pierre, j'ai adoré ce moment. Mais j'ai aimé ce moment. C'était ma finale de Côte d'Ivoire contre Nigeria. J'ai dit, OK, là, on va se parler. Ce discours, c'est un discours. Après ça, je pouvais mourir. C'était mon... Parce que ça sortait de mes tripes. Mais ça n'a pas suffi. Jusqu'à aujourd'hui, ça me suit. Malgré tout cela. Bon, ben, je peux pas, j'ai pas de médicaments pour obliger quelqu'un à m'aimer. Ça, j'ai pas ça. Ouais. Je peux pas empêcher quelqu'un de m'haïr non plus. Je n'ai pas encore ce médicament. Alors, prison, CPI, solitude. Est-ce qu'il y a une nuit là-bas que vous n'oublierez jamais? Oui. À La Haye. À La Haye ou ici? À La Haye. Peut-être ici aussi. Parce que c'est des moments forts quand même. Oui. C'est vrai qu'on n'est pas resté. C'est des moments dont j'aime pas souvent parler. Les moments de souffrance. Parce que je dis, quand un père de famille revient de la chasse, il ne raconte pas ses frayeurs nocturnes à ses enfants. Il leur donne le gibier. C'est tout. C'est son devoir. C'est moi qui étais dans la rue avec tous ces jeunes-là. C'était normal qu'on me prenne moi. C'était normal qu'on m'amène à la DST pendant toutes ces années. C'était normal qu'on me traîne devant les tribunaux internationaux. Je devais l'assumer. Le leader, ce n'est pas seulement celui qu'on applaudit dans les stades. C'est là qu'on voit votre personnalité face à la difficulté. Donc ça, ce n'est pas un problème pour moi. J'aime pas souvent parler de ça. Mais c'était une nuit très difficile pour moi. Où j'ai été menotté par derrière là, comme ça.
menotté au pied pendant 2 semaines. Le matin, quand on devait me donner quelque chose à manger, on enlevait les menottes. Ce que je dis, ce n'est pas des paroles en l'air. Celui qui était à la tête de ce groupe qui m'a fait ça, il s'appelle Tito. C'était un homme des mains de personnel, le ministre Amen Bakayoko. Il vit encore. Il peut me dire ce que je dis n'est pas vrai. C'était une nuit très longue pour moi, d'abord la première nuit. Ensuite, on m'amène dans une pièce où j'ai vu du sang partout. Je me dis, hop, ils veulent me faire peur. Et ça, c'était après la publication des photos où j'étais mal rasé. Et là, je subis comme ça un interrogatoire de l'ancien directeur de la DST et ses éléments. Et dis-nous qui t'a fait ça, qui t'a fait les photos. Alors moi, je lui demande, monsieur le directeur, la photo qui est là, qu'est-ce qui vous gêne dedans? Si c'est mon état d'homme maltraité qui vous gêne, vous savez, vous n'avez qu'à faire une seule chose, mais traitez-moi bien, c'est tout. Et vous aurez une très belle photo. Donc le lendemain, on va m'habiller, on va bien me coiffer, et puis me photographier, pour montrer le contraire de ces photos-là. J'ai vécu tout ça, de l'intérieur, et je sais ce que vous appelez un régime. Pourtant, je suis celui qui parle de paix aujourd'hui. Je suis celui qui prône le pardon aujourd'hui. Je suis celui qui va vers les autres pour demander pardon. Parce que Winnie Mandela, quand elle sort de prison, c'est elle qui a subi. Mais elle a demandé pardon devant la commission de conciliation, vérité. C'est ce que j'essaie de faire. Ça, c'était un moment difficile pour moi. La deuxième nuit, difficile pour moi à La Haye, ça c'est en Côte d'Ivoire, à La Haye, Pierre, c'était la nuit du... c'est les 2 nuits, hein. Du 15 au 16 janvier 2019, laisse-moi me rappeler, et du 16 au 17 janvier 2019, 2 nuits. Pourquoi? Le président Gbagbo et moi, nous avons fait tous ces moments en prison. On a suivi le procès. Et puis, le 15 janvier, la Chambre 1, à travers le juge président Kuno Tafousseur, prononce notre acquittement. À la surprise de tous, parce que ça n'a jamais eu lieu à la CPI. À 16h donc, l'homme que je suis libre, avec mon co-détenu, le président Gbagbo. Je prends le portable pour la première fois, parce que là, on n'a pas accès à ça. Je prends le portable de Maître Kadi, j'appelle ma famille. Venez me chercher. Ça, c'est de 16h. Et le président Gbagbo est mis dans une aile présidentielle. Juste à côté, moi, je suis mis dans une aile ministérielle. Et puis, les gardes viennent et nous disent, écoutez, on est en train d'arranger un peu où on vous amène, parce qu'on ne vous ramène plus en prison, on va peut-être vous mettre à l'hôtel pour le moment. Moi, c'est la première fois que je vois que là où on était dans nos cellules de prison, ces coins-là existaient, c'était propre, mais il ne faut pas imaginer. Donc on essayait de causer, de nous taquiner, on essayait de se projeter dans l'avenir, on a pris les photos, tout ça. Je dis à ma femme, vois tel ami, il va te payer un billet d'avion, tu viens. Il avait un visa dans son passeport. Donc moi, c'est fini. Mes amis quittent Paris, nos partisans sont en train de danser dehors. 21h30. Les gardes arrivent. Avec les menottes. Ils nous disent, le procureur a fait appel. Ça rend suspensif votre acquittement. On vous ramène en prison. Et là, on a le sol qui se dérobe sous les pieds. On a touché du doigt la liberté après toutes ces années. Et... Oui. Vous voyez ce que ça fait? Donc là, on nous ramène en prison, le président Gbagbo et moi.
Mais là, il y a un genre de tunnel comme ça pour avoir accès aux véhicules. Nous deux qui avions l'habitude de nous taquiner, personne ne pouvait dire moi à quelqu'un. On était deux là, dans le silence. On nous ramène en prison. Mais on nous donne un petit espoir. On nous dit que la cour se prononce le lendemain. Nos familles atterrissent, donc le matin. Mais c'est pendant qu'eux, ils sont en l'air là, qu'on nous ramène en prison. On lui dit, ah, les gens que vous voulez voir là, on les a ramenés en prison. Et on a dit, le directeur de la prison nous dit, à 13h, la cour se prononce sur votre sort. Donc on était là en visite. On cause ça et là, avec nos visiteurs qui étaient venus nous voir, nos familles. Mais en même temps, on avait l'oreille vers 13h, le cœur vers 13h, l'âme vers 13h. Et à 13h, moi j'étais là, on me dit, écoute, on envoie la nourriture à midi. J'ai dit, non, moi je ne mange pas ça. Moi le soir à 20h, là, moi je vais au restaurant. Parce que pour moi, on est dehors. Et puis à 13h, les gardes arrivent. Ils nous disent, monsieur Gbagbo, monsieur Blé, vous allez au 3e étage, parce que c'est là-bas qu'il y a les cellules. Vos avocats veulent vous parler. La décision était tombée, en fait. Nous montons. Et nous avons une salle commune comme ça, où on était avec les autres Africains, qui eux aussi attendaient. Et quand nous rentrons dans la cellule, Gbagbo et moi, on tombe comme ça sur la télévision. On avait une télévision qu'on regardait nous tous. France 24 était là. Écrit comme ça sur les newsbars, en rouge, urgent, urgent. On tombe dessus comme ça. Là, ces pays décident du maintien en détention de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Vous voyez ce que ça peut faire, ça? Vous avez découvert sur les bandeaux avant d'avoir la décision? Ça, oui. On sort donc, on prend l'ascenseur, donc on laisse nos visiteurs au rez-de-chaussée où il y a la salle de visite, parce que les visiteurs n'ont pas accès au lieu de détention où il y a les cellules. Mais quand on arrive, il y a toujours une grande salle comme ça, avant d'avoir accès aux cellules, où nos amis sont, c'est là qu'on fait notre cuisine, tout ça. Donc on tombe sur la télévision, que nos amis étaient en train de regarder. On tombe dessus comme ça. On se regarde, le président et moi. Personne ne peut rien dire à l'autre. Et les gardes arrivent et disent, OK, mais allez au téléphone, vos avocats veulent vous parler. Moi j'arrive, je vais mettre Zoku au téléphone, mais il essaie de m'expliquer, hein. Il essaie de m'amadouer, les avocats vous les connaissez, hein. Il essaie de me donner un peu d'anesthésie. Écoute Charles, tu sais, tu es un combattant, c'est pas maintenant que tu as commencé à faire la prison, c'est un petit moment qu'il faut supporter. Il dit Zoku, je suis déjà au courant. Mais c'est pas ça le plus difficile. Le plus difficile, Pierre, c'était maintenant que le président Gbagbo et moi, nous descendions dans la salle de visite pour affronter le regard de nos familles. Il leur dit qu'on ne pourrait pas partir dehors avec eux, qu'on nous mettait en prison. C'était un moment très très difficile pour moi. En tout cas, moi. Pas moi en tant que Charles Blé Goudé qui voulait aller dehors, mais toutes ces personnes pour qui je comptais et qui étaient pressés de me prendre aussi dans les bras, me toucher, les enfants, mes amis, nos supporters. C'était une grande déception pour eux. Ouais. C'était très difficile, voilà, pour ne pas être long davantage. Oui. J'ai posé la même question à Simone Gbagbo quand elle est venue. La prison, on est face à soi-même. Qu'est-ce que vous avez découvert sur vous entre le silence de ces 4 murs? C'est d'abord la capacité du corps à s'adapter, la capacité de l'esprit à s'adapter. Quand on vous jette comme ça dans une cellule de la DST, tout nu, sans la moindre couverture, parce que moi, je n'étais pas à la MACA, moi, j'étais à la DST, au violon, où je fais 14 mois là. Tu te dis, mais la première nuit, tu te dis, mais comment je peux tenir là pendant tous ces mois? Tu te dis toujours, c'est pour 1 semaine ou 2 semaines, et puis après, c'est parti pour 14 mois. Donc là, je découvre mes capacités à résister à tout cela. Mes capacités aussi à m'accrocher à ma conviction, à sortir de cette prison en étant moi-même. Ça, c'est ce que j'ai appris en prison. En prison, vous ne maîtrisez rien du tout. Que vos désirs,
que vos sentiments, c'est ça que vous pouvez maîtriser. Vos ressentis. Vous n'êtes rien du tout. Donc, vous ne pouvez que vous maîtriser vous-même pour pouvoir affronter cette situation et la traverser. Surtout que, à la CPI, ici, quand on dit on a condamné quelqu'un à 2 ans, ouh, mais c'est trop long. Viens me demander. À la CPI, c'est rien, ça. 2 ans, ça passe vite comme ça. Vous n'avez même pas recommencé le procès. Moi, je suis transféré à la Cour pénale internationale le 21 mars 2014. C'est en 2016 que le procès commence. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand ça commence, vous ne savez même pas quand ça va finir. 6 ans, c'est passé comme ça dans ta vie. 11 ans, c'est comme ça dans ta vie. Mais c'est ça que la prison vous apprend, à vous maîtriser vous-même. Mais surtout, la prison vous apprend aussi à savoir qui est qui. Parce que mon grand-père m'a dit, c'est pendant la saison sèche que l'arbre compte les feuilles qui lui sont restées fidèles. C'est là que vous allez voir les amis des saisons, les amis des raisons, les amis des convictions qui vous accompagnent partout. Mais les amis des saisons, pendant un moment, ils vous laissent tous. Les amis des raisons, les raisons qui militaient à ce qu'ils viennent vers vous, quand ça n'existe plus, ils sont partis. Mais c'est là que vous découvrez vos vrais amis. Et moi, ces moments difficiles que j'ai vécus m'ont beaucoup appris. J'ai vraiment découvert qui est qui. C'est pourquoi je ne m'en continue plus à n'importe qui. Et beaucoup ne comprennent pas. Et quand c'est comme ça, vous n'avez pas le droit de parler. Parce qu'il y a aussi une certaine discipline que vous donnez, l'autodiscipline. Pas le droit de parler, pas le droit Moi, je m'interdis ça. Ouais. Moi, je m'interdis de dire tout ce qui s'est passé en prison. On ne ressent pas le besoin d'exprimer à ceux qui nous ont déçus. Non. C'est pas forcément, c'est pas nécessaire. Surtout dans mon cas, non. Dans mon cas, non. Voilà. Ce n'est pas tout qu'on expose. Ce que vous exposez, vous expose. Ce que tu exposes, t'expose. Donc, il faut savoir raison garder, ne pas tout verser sur la table, et puis savoir que le silence peut aider. Et moi, par exemple, mon livre que j'ai écrit, mon grand-père m'a dit, vous voyez que ça, c'est un genre d'exutoire pour moi. Je me cache derrière les proverbes pour ne pas craquer. Je me cache derrière les proverbes pour ne pas craquer. Oui, j'ai vu mon africanité, mais ça me protège. Ça me sort souvent du milieu politique. J'ai besoin de ça. Mon esprit a besoin de ça. J'ai emmagasiné tellement de choses. J'ai pris tellement de coups. Pourtant, je suis vu comme un héros. Et je ne dois pas craquer. Parce que beaucoup d'hommes, c'est comme une branche sur laquelle beaucoup d'hommes reposent. Quand vous craquez, tout le monde tombe. Et moi, je dois supporter ça. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'un jour on gagne. Parce que mon rôle, c'est de faire gagner. Mon rôle, ce n'est pas de faire pleurer. Mon rôle, ce n'est pas de pleurnicher. Mon rôle, c'est de faire gagner mon équipe. Et je vais faire gagner mon équipe. Ce pays, je vais le diriger un jour. C'est une conviction profonde. C'est une conviction profonde. Et je me prépare à ça. Et je m'organise. Et je me structure. Vous avez d'ailleurs pris le temps de vous former quand vous étiez en prison. Je n'ai jamais eu autant de temps pour lire, pour regarder des films, pour lire. Vous avez fait un MBA aussi. Oui, ça c'est quand j'étais en attente de mon passeport. Pierre, c'était un moment difficile. Parce que mon co-détenu était parti. Et moi, j'étais la seule. Je ne savais pas à quel son me vouer. J'étais livré à moi-même. Les sons qui venaient d'Abidjan n'étaient pas à ma faveur. D'autres me disaient, les gens ne veulent même pas te voir, même à blanc-noir, pour parler comme les Ivoiriens. Quand je vais sur l'Internet pour demander un rendez-vous pour le passeport, ça rejette mon nom. C'est le signalement qui sort. J'écris à l'ambassadeur qui est à La Haye comme moi. Il ne me répond jamais. Un jour, je prends mon téléphone, j'appelle. On me dit, on vous rappelle plus tard, l'ambassadeur n'est pas là. Et un autre jour, je vais dans un magasin à La Haye, qu'on appelle MediaMarkt. Et puis, moi, je ne connaissais pas l'ambassadeur. C'est celle que j'appelle ma tutrice, Jeanne Tillman, qui me dit, voilà l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Et nos regards se croisent. Mais le monsieur, il faufile comme ça, entre les rayons.
Il ne voulait même pas me sentir. Il est parti. C'était un moment très difficile. Maintenant, pendant ce moment, qu'est-ce que je fais? Je pleure, je me lamente, ou bien j'accepte de vivre cette situation. C'est pendant ce moment d'attente-là, de longue attente, que je me suis confié à Maître Ndri, mon avocat. Je lui ai dit, mais maître, il faut que cette difficulté-là, je la transforme en opportunité. Moi, j'ai envie de faire un diplôme. Il m'a dit, bon, laisse-moi chercher. Il cherche et il trouve une école en Tunisie qui donne des enseignements à distance, que lui aussi faisait depuis. Il lui fait la diplomatie. Voilà comment je m'inscris et je mets ce moment à profit pour faire un billet en relations internationales et en relations internationales, oui. Ce que j'ai essayé de faire pour m'occuper. Et j'ai eu la première partie, c'était à distance. Et quand je rentre ici, l'école me dit, maintenant que vous êtes là, vous venez pour votre soutenance en présentiel. Et je suis allé en Tunisie, et puis j'ai soutenu, et moi je suis content d'avoir mis ce moment. Et c'est un message que je passe à la jeunesse ivoirienne. Il n'est jamais trop tard pour étudier. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Alors c'est peut-être le moment le plus compliqué pour moi dans cette interview qui va arriver. C'est deux questions sur lesquelles j'ai mis beaucoup de temps, sur lesquelles je me suis demandé est-ce qu'il faut que je vous les pose. Je sais qu'on vous les a posées plusieurs fois, que les réponses ont été parfois éludées, mais j'espère que vous me faites assez confiance peut-être pour qu'on puisse en parler aujourd'hui. Quand vous étiez en prison, vous faisiez la cuisine pour le président Laurent Gbagbo. À Gboville, 2024, un meeting où il dit ça, on va regarder. Pendant ces 8 ans, c'est Nadi qui est assise ici, qui m'a nourri. C'est elle qui me donnait l'argent chaque mois pour vivre. Parce qu'en prison, on est nourri. Mais la nourriture est tellement mauvaise que personne ne mange ça. Donc, entre nous, on se cotise. Et puis, on fait des achats. Il y en a qui disent, mais c'est moi qui faisais la cuisine pour Babo. Il y en a qui disent, c'est moi qui faisais la cuisine pour Babo. Mais ils ne disent pas d'où sort l'argent avec lequel la nourriture a été achetée. Il y en a qui disent, il ne dit même pas votre nom, on sait qui parle de vous, enfin, c'est de notoriété commune qui parle de vous. Vous avez dit à l'époque que vous étiez le fils réprimandable, mais est-ce que quand on a vécu tout ça avec quelqu'un, est-ce qu'on se sent heurté, blessé dans la façon dont les choses se développent en public, sur les prises de position? Non, je ne vais pas vous raconter n'importe quoi. Si je vous dis que ça ne me heurte pas, c'est que je raconte n'importe quoi. Moi, je suis toujours vrai, mais bon, je ne veux pas développer ce sujet. Je ne veux pas le développer parce que je me dis, même votre papa, parce que c'est moi qui ai dit que le président Gbagbo, mon père. Lui n'a jamais dit que je suis son fils. C'est moi qui ai dit qu'il est mon père. Et quand vous dites de quelqu'un qu'il est votre père, il y a tout un comportement qui va avec. Vous avez vu, il y a tout un logiciel que vous développez qui va avec. Et ce que j'ai appris, c'est qu'en tant que fils, je n'ai pas le droit de lui répondre. Non. Au village, même au milieu du village, vous êtes là avec vos amis, votre papa peut même vous gifler. C'est son droit. Mais vous n'avez même pas le droit de lever la voix contre lui. Mais basant donc ce principe africain, je ne veux pas commenter ça. Dans tous les cas, on a vécu ça, nous avons vécu tout cela, et voilà, c'est écrit dans notre histoire. Et personne ne peut tronquer notre histoire. Parce que c'est un vécu. C'est un vécu. Et je ne veux pas commenter ça. Je sais que vous ne voulez pas le commenter, mais quand on vous a suivi sur toutes ces années-là, cette espèce de lien qu'il y a eu entre vous, est-ce qu'on a envie quand même de poser la question, aujourd'hui,
Qu'est-ce qui vous sépare? Est-ce que c'est le fait que le COJEP devienne un parti? Est-ce que c'est quelque chose de plus personnel, ou en fait c'est juste le refus de rejoindre le mouvement? Tout ce que moi je peux vous dire, nous sommes allés à La Haye pour faire l'objet d'un procès face à un système international qui ne s'embarrassait pas des fruitures. Ceux qui envoyaient des preuves contre nous, parce que c'est ça le sujet. C'était Human Rights Watch, c'était Amnesty International, c'était les grandes puissances qui alimentaient le procureur et l'accusation en preuve. Dans nos documents, qu'on appelle le DCC, document contenant les charges, tout ce que je peux vous dire ce soir. Là, dans ce trou, on était 2. Mais dans l'accusation, selon le plan du procureur, on était 4. C'est-à-dire, le commandant en chef, le président Gbagbo, qui parle avec son épouse, on va dire maintenant son ex-épouse, Simone Gbagbo, qui Simone Gbagbo, à son tour, parle à son petit, Charles Blé Goudé, qui va maintenant distiller la haine dans la ville. Voilà le plan du procureur. À côté de ça, ils ont établi un lien avec le général Dobo, qui était la 4e personnalité militaire. Donc ils étaient 4 à faire l'objet d'un mandat d'arrêt contre la CPI. Ma prière a toujours été: Charles, fais tout pour ne pas qu'on t'utilise contre le président Gbagbo dans ce procès. Et je disais toujours à Dieu, donne-moi la force. Donne-moi la force pour ne pas que je sois le couteau de sacrifice contre ce monsieur. Et c'est ça que vous appliquez encore aujourd'hui? Et c'est ce que j'ai appliqué. Et donc, nous avons vécu comme ça. J'ai même fait asseoir mes avocats. Maître Ndri, Maître Zokou, Maître Bougnon, Maître Kadji. Je leur dis, c'est moi qui suis en prison. C'est vrai que le président Gbagbo a son équipe de défense, mais considérez-vous comme une équipe relais. Comme les avocats du président Gbagbo, ils peuvent rater des choses factuelles. Comme vous êtes ivoirien, vous pouvez tout de suite récupérer. Et je vais vous donner un exemple. Maître Bougnon qui prend un témoin qui était venu, qui parlait, il a pris un taxi à Saint-Jean et il partait à Djamé. Et le taxi est passé vers Golf Hotel. Bougnon a dit stop. Ce qu'un blanc n'aurait pas dit. Vous allez à Djamé. Vous prenez un taxi à Saint-Jean. Et votre taxi passe vers le Golf Hotel. Est-ce qu'on peut parler? À partir de là, le témoin, il est discrédité. Et voilà, moi, le travail que moi je voulais. Et je suis fier aujourd'hui que durant ce procès, je n'ai pas du tout servi de couteau de sacrifice. Et quand je suis arrivé, pendant 4 jours, le procureur a écrit noir sur blanc, empêcher tout mouvement et tout contact entre Charles Blé Goudé et M. Gbagbo. Je dis M. Gbagbo, pas parce que je ne veux pas l'appeler président, mais en prison, c'est comme ça. On nous interdisait d'être comme ça. Donc, on m'isole. Quand j'arrive à 3 h du matin à La Haye, on m'isole. Nous sommes dans la même prison, mais on doit faire en sorte qu'on ne se voit pas. Donc, moi, j'étais là, je dis, mais comment? Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils visent? Ah, ok. Ils pensent certainement que c'est le président Gbagbo qui me met les mots dans la bouche. Et puis, le 2e jour, on me dit que le procureur veut me voir. Donc, je peux en parler aujourd'hui. Je suis là. Le procureur arrive avec son équipe, avec des enregistreurs, tout ça, des recorders, tout. On veut que vous nous parliez de M. Gbagbo, M. Blé Goudé. Je lui ai dit, d'accord. Juste une question à poser. Où est mon avocat? Pourquoi vous vous adressez à moi sans la présence d'un avocat? On m'avait commis un avocat qui était un juge. Et puis, je leur pose une deuxième question. Parce qu'il se disait certainement, oh, ce monsieur, il a fait 14 mois, parce qu'il a dans le rapport. Il y a un rapport qui me suit. Hein, il y a une fiche qui me suit. Ce monsieur,
Il a fait 14 mois à la DST sans voir la lumière. Il n'avait pas la notion du temps. On peut donc obtenir de lui tout ce qu'on veut. Moi, non, ce sont trompés des clients. Je leur demande, quel est mon statut pour que je vous parle de M. Gbagbo, comme vous le dites? Est-ce que je suis un témoin à charge contre M. Gbagbo ou bien est-ce que je suis un co-accusé de M. Gbagbo? Le monsieur-là, il se rend compte qu'il a affaire du costaud. Alors, il dit non, vous êtes un accusé. Il dit voilà, donc vous et moi, on a un seul endroit où on doit se rencontrer. C'est donc dans la salle d'audience. Moi, je n'ai rien à vous dire. Je suis accusé. Ils partent. Maintenant, moi, je demande à mon avocat après. Comment toi, tu peux accepter d'être dehors pendant que je suis face au procureur? À partir de là, je me suis séparé de lui. Et j'en ai informé le président Gbagbo. Et il a osé me poser une question. Est-ce que vous avez confiance au président Gbagbo? J'ai senti ça comme un déchirement. C'est des choses que je n'accepte pas. J'ai dit, ok, lui là, c'est terminé. Et je me suis séparé de lui. Et c'est comme ça que j'ai appelé tous mes amis. Maître Claver, avec qui on a fait l'université, Maître Zoku, avec qui on a fait la cité de Yopougon, Maître Bougnon également, avec qui on a fait la cité de Yopougon. Je voulais montrer que on peut être jeune Africain, n'avoir jamais mis les pieds dans un amphithéâtre en Europe, et puis être capable de vaincre la Coupe internationale. Voilà mon trophée. Je me pose quand même une question. Quand on a connu toutes ces étapes-là, quand on a eu autant de gens qui vous ont suivi pour cette association de deux images fortes panafricanistes, est-ce qu'on n'a quand même pas un devoir de leur expliquer pourquoi aujourd'hui vos routes se séparent? Non. Je pense que j'ai jamais voulu entrer dans ces détails-là. Tout ce que je peux dire aux Ivoiriens ce soir, c'est que tout cela, vous voyez qu'on défend les mêmes idées. Le président Gbagbo de son côté, moi de mon côté, on parle toujours de la Côte d'Ivoire, de comment on doit faire qu'on puisse impacter. Toute cette situation est due à une personne qui n'a rien à voir avec notre combat et qui est venue ici inviter. Et qui a gâché tout cela, juste pour sa propre gloire. C'est tout ce que je peux dire. Une personne? Oui, et je m'arrête là. Et qui a promis avoir ma peau. Et qui m'a envoyé quelqu'un me dit, tôt ou tard, j'aurai ta peau. Je pense qu'on est dedans. Donc, qu'est-ce que moi je peux faire? Je préfère, moi, prendre ces coups et puis ne pas être celui dont on te sert, vous voyez, pour pouvoir nuire à la personnalité que j'ai toujours défendue. Donc, tout à l'heure, vous m'avez montré un film. Ouais. Vous voyez en train de... Quelqu'un d'autre serait venu répondre à tout ça. Non, 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 non. Je ne veux pas me renier. Je peux vous donner un document à la Coupe internationale que j'ai publié aujourd'hui sur ma page, où j'ai dit au procureur en direct, je ne me renierai pas. Je connais le président Gbagbo. Je suis fier de le connaître. Il n'est pas un criminel. Là, on était là face au lion qui crachait le feu. C'est là. Je n'étais pas derrière un ordinateur. Les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Ce n'est pas de moi qui parle. La personnalité dont ils parlent a peut-être mon visage, mais ce n'est pas Charles Blé Goudé. Je ne sais pas trembler. J'assume ce que je fais. Et je l'ai assumé devant la Coupe internationale. Je n'étais pas au 16e arrondissement de Yopougon. J'étais là face à des juges de qui dépendait ma mort ou ma vie. Charles Taylor a été condamné à 50 ans, là, devant moi. Bosco Ntaganda a été condamné à 30 ans, là, devant moi. Ngwen Dominique a été condamné à 25 ans, là, devant moi. Praliak, un Yougoslave, s'est donné la mort après qu'on ait prononcé sa sentence à la Coupe internationale. C'était celui avec qui on joue au ballon. C'est de là que je viens. Pat Sako a dit, respectez ceux qui ont vécu. Moi, je vous dis ce soir, respectez ceux qui ont survécu. Et j'ai dit. On va refermer ce chapitre. On a beaucoup parlé de c'est notre histoire. Politique, votre vie. C'est notre histoire. Quand j'en parle souvent, je me mets triste parce que je ne vais pas me mettre en colère. C'est notre histoire. Moi, je n'ai pas été en prison par procuration. C'est ma vie qui a failli y rester. Pour en parler, faisons un peu attention. On ne sait pas de quoi on parle. On ne peut pas fabriquer cette histoire. On ne peut pas la traficoter. On ne peut pas la trafiquer.
On ne peut pas tordre le cou à notre histoire. C'est notre vécu. Oui, j'ai une histoire avec les Ivoiriens. J'ai une histoire avec les Ivoiriens. Et cette histoire a été écrite au prix de ma vie. Non, je n'ai pas vécu par procuration. Parce que j'étais le fils d'eux, parce que j'étais l'amant d'eux, parce que j'étais la femme d'eux, parce que j'étais le fils d'eux. Non, je l'ai vécu moi-même. Et j'en ai payé le prix cher. Et je l'assume. Alors on demande à tous nos invités de ramener un objet qui a une valeur sentimentale pour eux. Ça peut être un souvenir de la vie politique, ça peut être quelque chose de familial, mais vous avez fait le choix de ramener cette éponge qui est donc celle avec laquelle vous preniez vos douches à La Haye, que vous gardez aujourd'hui. On essaie souvent de se séparer de ces mauvais souvenirs, de ce qui nous rappelle ce qu'il y a de plus dur, mais vous faites le choix de la garder. C'est votre objet souvenir aujourd'hui. Oui, c'est mon objet souvenir. À seulement regarder cette éponge, ça me rappelle beaucoup de choses. D'abord, pour que je l'obtienne en prison, c'était un combat. Ce n'est pas autorisé à la CPI. Les gardes et le directeur de la prison disaient que j'allais m'en servir pour me suicider. Parce que c'est toute une corde. Et qu'ils pouvaient me trouver un chiffon. J'ai dit, moi, je ne me lave pas avec les éponges comme ça. Moi, je viens d'Abidjan. Moi, c'est avec ça que je me lavais. C'est ma grande sœur Antoinette, qui est à Paris, qui me l'a apporté. Et on ne voulait pas d'abord accepter de me donner. Et donc, ce qu'on avait signé comme accord entre la direction pénitentiaire et moi, c'est que chaque fois que je finissais de me laver, eux, ils récupéraient, les gardes, ils gardaient ça avec eux. Ça ne partait pas avec moi dans ma cellule. Parce qu'ils avaient peur que je puisse m'en servir pour me suicider. Alors moi, je demandais à voir le directeur de la prison, je demandais à lui parler. Je lui ai dit, écoutez, ceux qui se suicident, c'est ceux qui n'ont plus d'espoir. Moi, que vous voyez, je vais sortir de cette prison un jour. Il dit, ah bon? J'ai dit, oui, vous pouvez noter ça. Donc moi, je n'aurais pas à me suicider. Beaucoup d'Ivoiriens comptent sur moi. Ils ne sont peut-être pas les 30 millions, mais il y a une bonne partie qui compte sur moi. Je me suiciderai pas, ce serait les trahir. Cette éponge-là est une partie de moi. J'ai tout fait quand je fais mes bagages pour venir en Côte d'Ivoire, pour venir avec cette éponge-là qui compte beaucoup pour moi. Et je vais traverser beaucoup de temps avec ça. Je ne me lave plus avec, mais je garde. Chaque fois, je me rassure qu'il est là, à côté. L'histoire, le droit, la justice vous a donné raison, vous êtes revenu. Les Ivoiriens ont l'occasion de découvrir un nouvel homme, cette nouvelle posture plus sage que vous rappelez. Vous êtes presque transfiguré, avec un discours apaisé, je le rappelais dans l'introduction. Je sais qu'il y a bien sûr le temps et la solitude, comme vous l'avez rappelé, qui jouent sur cette transformation, les convictions aussi, mais qu'est-ce que cela demande de plus profond à l'intérieur de quelqu'un de changer autant? C'est le dépassement de soi. Montrer que notre personne n'est pas au-dessus de la vie des autres. Quand les mots qui sortent de vos bouches engagent la vie de millions de personnes, prêtes à faire tout ce que vous leur demandez, parce que simplement c'est vous, vous faites attention. Première chose. Deuxième chose, quand un avion tombe, tout de suite, on cherche la boîte noire. Pourquoi? Pour chercher les raisons du crash. Et faire en sorte que cet avion ne tombe plus pour la même panne. En Côte d'Ivoire, Pierre, est-ce qu'on a cherché la boîte noire de 2010, de 2011, de 2015, de 2020, où on a joué même au ballon avec une tête humaine? Moi, j'ai cherché la boîte noire. Et c'est à partir des informations que j'ai recueillies dans la boîte noire que j'ai choisi cette trajectoire d'apaisement, de pardon, de m'humilier même souvent. On grandit dans l'humiliation, on grandit aussi dans l'humilité. Je sais, et je suis conscient, que beaucoup d'Ivoiriens ont beaucoup perdu et qui sont révoltés. Mais en tant que leader, c'est notre rôle de les apaiser et non de les monter. Les injustices sont là. Moi-même, je suis victime d'une injustice. Vous le savez très bien. Je suis rayé de la liste électorale. On dit, mais pourquoi? Pourquoi il ne gonfle pas la poitrine? Ça veut dire que le pouvoir l'utilise. On n'utilise pas celui qui veut gouverner un jour. Vous et donc, un autre aujourd'hui. Donc moi,
je peux vous dire que le diagnostic que je pose, c'est que mon peuple a été traumatisé. Vous savez qu'il y a des Ivoiriens qui sont partis d'ici il y a 2 ans et qui sont revenus quand ils avaient 17 ans. Ils ne savent pas s'il faut parler anglais ou français. C'est un trouble dans notre société. Comment on règle tout ça? Ces 2 types, ces 2 catégories d'Ivoiriens. Il y en a dont la maman était enceinte quand ils fuyaient la Côte d'Ivoire. Quand ils reviennent ici, ils ont soit 11 ans, soit 15 ans. Comment on règle tout ça? Ce sont les résidus de la crise ivoirienne. Et quand on arrive là, mon ego ne compte plus. Mon orgueil ne compte plus. Si mon pardon peut apaiser un cœur, je le fais. Ça ne fait pas de moi un traître. Je veux construire, je veux bâtir. L'Europe, où on fuit pour aller à travers la Méditerranée, elle a eu son histoire. Si elle s'est reconstruite, c'est parce qu'elle a su tirer les leçons de ces milliers de millions de morts pour se reconstruire aujourd'hui. Regardez l'Allemagne et la France. Vous avez pardonné à tout le monde. C'était 2 rivaux. Mais aujourd'hui, ces 2 pays sont le pilier sur lequel repose l'Union européenne. Je ne dis pas que j'ai pardonné à tout le monde. Moi, je continue de demander pardon. Quand on demande pardon, ce n'est pas parce que forcément, les gens me demandent, mais ils demandent pardon, et ils s'accusent de quoi? Je regarde le résultat que le pardon va produire. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne me parlaient pas, qui m'adressent la parole. C'est un premier pas. Voyez, je prends les 3 carreaux de Mao. Vous avez là vos partisans convaincus, prêts à tout, parce que ça vient de vous. Vous avez là ceux qui hésitent s'il faut aller avec vous ou pas. Et vous avez là ceux qui, même quand c'est bleu, que vous dites que c'est bleu, parce que ça vient de vous, disent non, 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 c'est pas vrai. Ceux qui sont donc contre vous. Un leader doit travailler, à tendre vers les 2 carreaux. Conserver les acquis, mais les flottants et les hésitants, les transformer en acquis. Et puis réussir ceux qui sont contre vous à tout moment, ceux qui sont dressés contre vous, ceux qui sont sceptiques, les transformer en hésitants. Quand vous posez un acte, quand vous prononcez une parole, comment vous allez diminuer la liste de ceux qui vous regardent en chien de faïence. C'est ce travail-là que je suis en train de faire. Vous voulez que la Côte d'Ivoire change? Ce changement-là, vous devez l'opérer sur vous-même d'abord. C'est ce que j'essaie de faire. Mandela l'a fait. Mandela sort de prison, il n'a mis aucun blanc en prison. Le jour où il devait construire, qu'on lui allait prendre un cuisinier, vous savez qui il allait prendre? Celui qui cuisinait pour lui en prison. C'est ça. Il a tendu la main à ceux qui avaient la possibilité d'écraser. C'est ça qu'on dit un leader. Un leader, ce n'est pas celui qui rappelle toujours les pages noires de l'histoire. Les Ivoiriens ont besoin qu'on leur parle d'avenir. Ils ont besoin qu'on leur parle d'espoir. C'est de ça que je veux parler avec eux. De leur économie, de leur santé, de la corruption qui fait perdre à la Côte d'Ivoire près de 1,4 millions. Et pas un. C'est ça que je veux qu'on discute. Et qu'on leur parle autrement aussi, avec notamment un livre que vous avez écrit, Mon grand-père m'a dit, qui est un recueil de sagesse, d'héritage. Je sais que les proverbes, pour vous, dépendent vraiment des moments. Si vous deviez en créer un qui résume le moment qu'on vient de passer, là, vous et moi, dans l'appart politique, ce serait lequel? Je parlais tout à l'heure de démocratie. Je parlais de patience. C'est un mot important. Parce que le problème que nous avons en Côte d'Ivoire, c'est que certains hommes politiques sont impatients. Ils veulent tout de suite maintenant. C'est ce qui a causé la prise des armes. Le temps que prend l'agriculteur pour aiguiser sa machette n'est pas du temps perdu. Le temps que prend l'agriculteur pour aiguiser sa machette n'est pas du temps perdu. Prenons le temps de construire. Prenons le temps de bâtir. Ce n'est pas du temps perdu. Deuxièmement, quand vous voyez sur la table un plat délicieux dont l'odeur vous attire, n'oubliez jamais qu'il y a une femme que la fumée a frappée dans la cuisine. Ce que vous voyez là, que vous enviez, que vous jalousez même, c'est le fruit des efforts des autres. C'est le fruit de la réflexion des autres. Soyons patients et apprenons à nous conduire nous-mêmes. Si demain la politique s'arrête,
Qu'est-ce qui continue en vous? Vous voyez que moi j'aime beaucoup la nature. Je lève des porcs, des poissons, je plante mes aubergines. J'aime bien ces moments-là. Et si la politique s'arrête, je retourne au village pour travailler où je vais toujours. Ouais. Parce qu'il faut que j'accepte à un moment donné, je quitte la scène. Savoir partir, c'est de l'art. Quand vous choisissez de partir, vous-même, vous maîtrisez votre agenda. Vous savez quand partir, comment partir, où partir. Mais quand partir s'impose à vous, vous êtes comme d'un glissement de terre. Vous ne maîtrisez plus rien. Malheureusement, c'est ce que nos leaders refusent souvent. Et je ne veux pas aider ça. Il n'y a pas que vous qui avez rapporté quelque chose ici aujourd'hui. Si vous tendez la main sur votre côté, sur la table, vous allez voir une lettre adressée à l'ensemble de la classe politique ivoirienne par Mabrit Ouakeus, qui était là juste avant vous. Vous pouvez l'ouvrir et la lire. Qu'est-ce qu'il nous dit? Que pensez-vous qu'il soit le sacrifice que vous êtes prêt à faire pour la paix et la cohésion dans notre pays? Question adressée à vous. Cette question, je l'ai posée autrement. Lors du dernier hommage à feu le président Aliko Nabedi à Daoukro, moi j'avais dit, à quoi sommes-nous prêts à renoncer? J'ai renoncé à mon ego. J'ai essayé d'oublier les plaies qui sont en moi. Et je vais vers les autres. Non seulement pour leur demander pardon, mais pour leur accorder aussi mon pardon. Je parle avec des gens avec qui je n'ai pas forcément la même appartenance politique. Et pour ça, je prends des coups. Mais je reste convaincu que c'est ce qu'il faut à notre pays. Je ne veux pas élever les murs de mon propre enfermement. Je veux être un homme ouvert, qui construit avec les autres. Ce à quoi je suis prêt à renoncer, c'est mon ego. Parce que mon ego n'est pas au-dessus de la vie des Ivoiriens. Voilà. Il y a une deuxième enveloppe. On va vous demander de vous livrer au même exercice. Cette fois, ce sera à vous d'adresser une question à la personnalité politique de votre choix. Une question que vous n'avez jamais eu l'occasion de poser ou qui répond tout simplement à l'actualité de moment. Peu importe ce qui vous passe par la tête et peu importe la personne que vous choisissez pour adresser cette question. Ça peut être comme M. Mabry à l'ensemble de la classe politique ivoirienne, ça peut être à qui vous voulez. Moi, c'est au président de la République. Ça fera la deuxième qui lui est adressée. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Vous avez un stylo à côté? C'est une question ou c'était... Vous pouvez écrire la question. Et donc, vous choisissez d'adresser cette question au président de la République. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Je ne voulais pas le faire sous forme de question. Ok. Je voulais le faire sous forme de suggestion. Si vous permettez. Bien sûr. Monsieur le président de la République, votre opposition demande à s'asseoir avec vous pour baisser la tension, afin de créer un environnement différent des autres que nous avons déjà vécus, parce que nous sommes à quelques mois des élections. Ok, on va le coucher noir sur blanc et espérer qu'un jour, parce que c'est une invitation qu'on attend aussi dans la part politique, qu'il ait l'occasion de la lire. Allons-y. Monsieur le Président, s'il vous plaît, acceptez de discuter avec votre opposition. Ce sera à votre actif. Très bien. On va la ranger dans l'enveloppe. Elle est signée? Oui, Charles Blegoudé. Charles Blegoudé. Vous pouvez ensuite voilà, mettre le destinataire sur le dos de l'enveloppe. Voilà, on la posera sur la table. On arrive au terme de cette interview. J'espère que vous avez passé
un bon moment. Je sais qu'on avait retraversé des moments compliqués, mais est-ce que l'expérience générale a été sympa pour vous? En tout cas, une très belle émission. Et merci de la manière dont vous avez conduit vos questions. J'ai aimé. En tout cas, merci. Je n'ai pas vu le temps passer. Ben, moi non plus. Alors, on demande à nos invités, on a une tradition dans l'appart politique, c'est qu'on finit toujours par un selfie pour garder un souvenir de ce moment. Je sais qu'on a une longue interview, mais c'est toujours sympa de finir avec une petite photo. Est-ce qu'on peut la prendre? Si. Hop. Voilà. Merci. C'est moi qui de cette interview. Merci beaucoup.